les drogues peuvent être à la fois des bonnes drogues qui nous soignent, les médicaments, comme la morphine. Quand on se casse une jambe, on est hyper heureux d'avoir de la morphine. Presque du jour au lendemain, presque miraculeusement, il n'y avait plus de seringues usagées dans les parcs, quoi. Et puis par contre, si on peut ajouter la santé spirituelle, alors là, ça n'existe même pas. On entend souvent que c'est des substances miracles. Je pense qu'il faut faire très attention aussi. Ça marche pour certains, ça ne marche pas pour d'autres. Mais ça marche plus que les antidépresseurs. C'est utilisé aussi pour soigner les troubles post-traumatiques, l'anxiété, la dépression résistante. Et là, les pharma ont très peur parce que vendre une pilule par jour pendant 40 ans, c'est très lucratif. Aujourd'hui, nous recevons un expert passionné et engagé qui travaille au sein du groupement roman d'études des addictions, plus connu sous le nom de GREA. Cette association fêtière qui regroupe et représente plusieurs autres entités ayant des objectifs similaires joue un rôle clé dans la prévention, la réduction des risques et la réhabilitation des personnes confrontées aux addictions en Suisse romande. Avec une vaste expérience dans le domaine des addictions, notre invité apporte un éclairage précieux sur les défis actuels et les solutions innovantes pour y faire face. Son travail au GREA englobe la coordination de projets, la formation des intervenants et l'accompagnement des institutions pour la mise en œuvre de politiques et de pratiques efficaces. Nous aborderons des sujets d'actualité tels que l'emploi des cannabinoïdes contre la douleur ou de manière récréative ou encore l'utilisation des psychédéliques en milieu hospitalier. Ces substances, autrefois controversées, connaissent aujourd'hui un regain d'intérêt pour leur potentiel thérapeutique, notamment dans le traitement des troubles mentaux et des addictions. Nous discuterons aussi de la question complexe et polémique de la légalisation des drogues. Quels sont les arguments en faveur de cette approche et quels en seraient les impacts sur la société et sur les personnes touchées par les addictions? Comment le GREA se positionne-t-il face à ces débats? Bienvenue Maxime Mélina. Merci, bonjour. Bonjour, voilà, j'espère que c'est allé pour venir jusqu'ici. Merci d'être venu jusqu'ici. Avec plaisir. Au studio à Genève. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Bien sûr, donc moi je m'appelle Maxime Mélina, j'ai grandi à Lausanne et puis j'ai fait des études de sciences politiques à la base, donc à l'université de Lausanne, et puis ensuite j'ai continué avec une thèse en sciences politiques entre l'université de Lausanne et l'université de Paris 8 sur les questions de la démocratie participative et du tirage au sort en politique. Donc voilà, ça m'a déjà fait réfléchir à comment est-ce que la société organise entre elles des problématiques sociétales et publiques. Et puis, j'avais fait mon service civil au GREA en 2016, ce qui m'a permis de découvrir le milieu des addictions, mais plus généralement ce qu'on appelle les drogues, de ces substances sur lesquelles on dit tout et n'importe quoi. Et ça m'a toujours passionné, même avant 2016, même avant mon passage au service civil. Et puis ce qui fait que après la fin de mon doctorat, un petit voyage en voile dans la Méditerranée, j'ai été engagé au GREA, où je travaille maintenant depuis quelques années. Effectivement sur ces thématiques plus spécifiques du cannabis et également des psychédéliques. Ok, avant de partir sur la question des drogues, on va revenir un petit peu sur ton parcours parce qu'il est quand même intéressant, celui des sciences politiques et de ta thèse. Si j'ai bien compris, sur la démocratie directe et sur la question du tirage au sort. Il y a peut-être un peu expliqué aussi ce qu'est le service civil parce qu'il y a énormément d'auditeurs français, donc on n'est peut-être pas tous au courant de ce que ça représente. Et puis aussi, il y a quelqu'un de très connu en France, Étienne Chouard, qui parle beaucoup du tirage au sort en démocratie. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer ce que c'est le service civil et puis un petit peu l'histoire de la démocratie et du tirage au sort? Avant qu'on commence à enregistrer, tu m'as parlé de cette tradition dans le monde antique grec et puis que la démocratie directe existe pas seulement en Suisse, mais il y a même un exemple aux États-Unis. Je te laisse continuer. Tout à fait. Alors, on fait une deuxième vidéo tout là-dessus. Non, alors c'est juste une introduction. Non, mais c'est avec plaisir, c'est passionnant. Et d'ailleurs, pour moi, il y a un lien avec la question aussi de l'usage des substances psychoactives et puis des addictions. Le lien, c'est la parole aux usagers, la parole aux citoyens,
voilà, donner le plus largement la parole aux personnes qui connaissent, en fait, au savoir d'usage. Alors qu'aujourd'hui, dans notre démocratie, on a vraiment une augmentation de l'expertise, du pouvoir de l'expertise, qui est aussi très, très important, mais qui prend peut-être parfois le dessus sur aussi une discussion plus générale. Donc voilà, ça c'était pour le lien entre mes deux parcours. Alors le service civil en Suisse, c'est le fait qu'en Suisse, on est obligé de faire l'armée. Tous les mâles de plus de 18 ans sont convoqués pour servir et voilà, depuis quelques années, peut-être plusieurs dizaines d'années, on a le droit de choisir le service civil à la place du service militaire. Alors il y a plusieurs conditions supplémentaires qu'on doit respecter, notamment on doit faire 1,5 fois le nombre de jours. Mais voilà, on peut faire un service civil et généralement on peut servir dans diverses associations d'intérêt public, dans dans le milieu de la santé ou aider des agriculteurs à côté du Grèce. J'ai aussi fait 6 mois dans un alpage incroyable où j'ai travaillé aux côtés d'un agriculteur et d'une agricultrice. Donc voilà, et puis la question de la démocratie et du tirage au sort, effectivement, est une question passionnante. Alors peut-être une petite précision sur les termes. J'ai appris pendant ce doctorat que utiliser le terme de démocratie directe est aussi une évolution historique, parce que la démocratie en soi est directe de base. Et en fait, il y a eu un changement dans les termes où on a mis face à la démocratie un nouveau système qui est la représentation, qui est le fait d'élire des gens qui vont nous représenter pendant 4 ans, 5 ans, et qu'on va réélire, etc. Et on appelle ça la démocratie représentative. Mais voilà, la démocratie en soi, c'est le pouvoir au peuple. Et donc, c'est la parole au peuple directement. Donc, pour moi, la démocratie, il n'y a même pas besoin de lui mettre le terme direct. Elle doit être directe. Et le système représentatif est un autre système que le système démocratique. Bon, dans toute l'histoire de la représentation et de la démocratie, il y a plusieurs systèmes connus et plusieurs manières de donner le pouvoir ou de distribuer justement la représentation. Une des manières, c'est l'élection. Et une autre manière qui est moins connue, c'est le tirage au sort. C'est ce sur quoi j'ai travaillé. Et il est moins connu parce qu'il a été totalement éliminé au 19e siècle de la culture politique républicaine. Mais il était extrêmement utilisé dans l'histoire, notamment les exemples les plus connus qu'on cite souvent, c'est Athènes dans l'Antiquité, qui est un système de démocratie, justement, où le peuple avait directement le pouvoir, très connu et très reconnu. Alors, à chaque fois, je dis, avec la petite exception que les femmes et les esclaves étaient interdites du pouvoir. Donc voilà, mais les hommes citoyens avaient directement le pouvoir par plusieurs institutions. Une institution de la démocratie directe qu'on oublie souvent, c'est l'Assemblée générale. On la connaît encore en Suisse, les Landsgemeinde, dans les cantons de Glaris et d'Appenzell. On va sur la place publique et on débat ensemble des sujets politiques. Et donc, ils avaient ça. Et à côté de l'Assemblée générale, parce qu'on ne peut pas quand même toujours tout décider en Assemblée générale tous les jours, on a besoin de la représentation, ils avaient toute une série de conseils qui étaient à la fois soit élus, soit tirés au sort. Selon ce qu'on pensait que l'élection, il fallait élire quand on avait besoin d'une capacité spécifique, et puis le tirage au sort quand tout le monde pouvait décider en fait collectivement. Donc la politique, tout le monde peut décider collectivement de ce qu'on veut pour le futur de notre société. La police était tirée au sort aussi parce que collectivement, on doit assurer ensemble notre sécurité. Et voilà. Ça, c'était un des exemples démocratiques d'usage du tirage au sort. Beaucoup plus tard, à la fin du Moyen-Âge et pendant la Renaissance, il y a un usage aristocratique. Parce que le tirage au sort peut distribuer équitablement le pouvoir, mais il peut aussi éviter les conflits. Quand je suis élu, je suis très fâché parce que voilà, lui, il a utilisé de l'argent pour être élu, moi pas, etc. Alors que le tirage au sort, on peut en vouloir à personne qu'au hasard. Et donc, les grandes familles aristocratiques dans les cités italiennes et énormément en Suisse, c'est ce qu'on a découvert aussi dans l'équipe de recherche dans laquelle je travaillais, en fait, se battaient pour avoir le pouvoir.
Et ils se battaient trop et ça devenait trop dangereux parce que, à force de se battre entre eux, ils allaient le perdre. Donc ils se sont dit, on va utiliser le tirage au sort pour se distribuer le pouvoir entre nous. Une fois, ça sera la famille Schmidli, une fois, ça sera la famille Hubert, etc. Et puis, on va garder entre nous le pouvoir. Et en Suisse, c'est utilisé comme ça. Et donc, le tirage au sort était utilisé d'une manière parfaitement aristocratique et pas du tout démocratique. Et là, de nouveau, il y a un lien pour moi qui est super avec les drogues. C'est qu'on met toujours une valeur positive, négative, démocratique ou pas sur les drogues, sur les systèmes, donc le tirage au sort, l'élection. Tout comme les drogues, on dit c'est bien, c'est mal, drogue dure, drogue douce. Mais en fait, en soi, ces choses sont neutres. C'est la valeur qu'on en donne qui est importante. Le tirage au sort, on l'a vu, peut être utilisé à la fois d'une manière démocratique, mais aussi d'une manière aristocratique. Les drogues peuvent être à la fois des bonnes drogues qui nous soignent, les médicaments, comme la morphine. Quand on se casse une jambe, on est hyper heureux d'avoir de la morphine, et peuvent être perçues comme des drogues dures, horribles. La diacétylmorphine, qui est en fait l'héroïne, et on ne sait pas, mais c'est une molécule très très proche de la morphine, l'héroïne, hein. Et on la voit comme quelque chose d'horrible, etc. Mais non, ça dépend de la manière dont on les utilise. Et on pourrait y revenir, les psychédéliques également, enfin, toutes les substances, même quand je bois une bière, de l'éthanol, de l'alcool, ça peut à la fois me détruire, mais aussi me calmer, peut-être si j'en bois juste une, après une longue journée, quoi. Donc voilà, et du coup, nous, on a travaillé sur ce tirage au sort utilisé de manière aristocratique et sur sa disparition au 19e siècle, où l'élection, la représentation est devenue le système politique central dans toutes les républiques américaines, françaises, et puis ça a suivi. Et puis, alors en Suisse, on a conservé des éléments démocratiques comme le fédéralisme et puis plus tard le référendum et l'initiative populaire. Et à propos, encore un petit détour, mais tu fais très bien le lien entre la question des drogues et puis la démocratie, donc c'est très bien, j'ai pas l'impression que c'est un trop gros détour du coup, mais pour un petit détour quand même, pour revenir à la démocratie. J'ose plus le ajouter direct, mais pour revenir à la démocratie directe, on dit souvent que la démocratie directe fonctionne en Suisse parce que c'est un petit pays. Est-ce que tu parlais d'un contre-exemple? Tout à fait. Alors, de nouveau, les procédures de démocratie directe qu'on appelle comme ça en Suisse, c'est le référendum et l'initiative populaire. Moi, je pourrais y ajouter l'Assemblée générale, j'en ai parlé à la Landsgemeinde. Effectivement, on dit souvent, ouais, mais l'initiative populaire, le référendum, ça marcherait jamais en France ou dans d'autres pays parce que c'est trop grand. Mais il y a un contre-exemple, effectivement, c'est la Californie qui utilise ces outils. Et alors, je sais pas exactement le nombre exact de la population californienne, mais c'est plus de 20 millions, se faire voir plus, quoi. Donc voilà, et ça marche. Et du coup, tous ces outils et toute la valeur qu'on en donne, démocratique, pas démocratique, etc., dépend de la culture que la société et voilà, du schéma culturel, sociétal qu'on met sur ces outils et de l'habitude qu'on en a. Comme je le disais dans notre discussion avant, effectivement, si on met en place l'initiative populaire en France demain, ça va pas marcher tout de suite, quoi. Il faudra plusieurs années pour que ça infuse, pour qu'il y ait une culture de cet usage qui prend dans les pratiques citoyennes. Et donc voilà, effectivement, il faut quelques temps pour que ça prenne. Mais c'est très bien, je trouve, de le préciser parce qu'on a tendance souvent, quand on entend parler de ça, à dire que c'est parce que c'est tout petit que ça marche, mais c'est bien qu'il y ait des contre-exemples. C'est la première fois que je l'entends, donc c'est un petit peu rafraîchissant, ça fait très plaisir. Alors, pour revenir maintenant à notre sujet principal, qu'est-ce qu'une drogue? Qu'est-ce que la définition d'une drogue? Est-ce que cette définition évolue avec le temps? Oui, alors la définition d'une drogue, c'est une substance psychoactive, maintenant on le dit, qui donc va modifier dans notre cerveau et dans notre corps
des transferts neuronaux, des transferts moléculaires. Voilà, je suis politologue, je suis pas neurologue ou médecin, donc ils vous expliqueront beaucoup mieux ça. Mais moi, ce qui m'intéresse justement en tant que politologue, c'est justement la manière dont est perçu ce mot drogue et ces substances. Et l'étiquette qu'on en met, et je parlais avant de cette différence entre drogue dure et drogue douce, qui est en fait une évolution effectivement sociétale qui a été mise en place avec une moralisation de l'usage des substances. Si on fait un petit historique de l'usage des substances psychotropes, et ça c'est ce qu'on dit également au GREA, c'est que de tout temps, l'être humain est partout à consommer des substances psychotropes qui ont modifié la manière dont son cerveau fonctionne. Et donc, il y a même un chercheur français, Jean-Pierre Coutron, qui fait l'hypothèse, dernièrement je participais à une conférence, comme quoi c'est un objet qui a participé de manière à l'évolution humaine. On utilise les substances psychotropes pour nous aider, comme un objet, comme un marteau qu'on utiliserait pour planter un clou. Donc l'être humain a utilisé les substances psychotropes de tout temps et partout dans l'histoire, et beaucoup les psychédéliques en fait dans un temps très ancien, et ça fait partie de traditions, de culture, de peuples un peu partout, et il y a différentes phases, alors là c'est très très compliqué historiquement, où petit à petit on a criminalisé, on a mis un point négatif sur l'usage de ces substances. Et ça commence avec les guerres de l'opium, parce qu'en fait, avant ça, on pouvait, dans notre société, consommer des substances. On l'a toujours fait. L'alcool, dans la Bible, je crois que tu as reçu aussi Stefan Schillinger, ou diffusé une de ses conférences. Il le montre extrêmement bien dans son livre. L'usage des substances psychotropes aussi à des fins spirituelles ou religieuses. Dans la Bible, il y a plusieurs substances psychotropes qui sont écrites, et celle qu'on connaît le mieux, c'est l'alcool, qui a un rôle central dans la religion chrétienne. Tous les psychédéliques qui sont utilisés avec l'ergot de seigle, avec les champignons hallucinogènes, avec les cactus, à peyote, à mescaline, dans toute une série de traditions religieuses, spirituelles. Et donc, cet usage est devenu néfaste, mauvais, comme j'ai dit, en plusieurs phases. Les guerres de l'opium, d'abord, où pour des raisons géopolitiques, la Chine et les États-Unis se sont alliés ensemble face à l'Angleterre qui diffusait son opium en Chine pour en fait dominer l'élite chinoise et puis avoir une balance commerciale plus équitable, et qui ont fait en 1909 la première convention de Shanghai, qui est la première convention internationale qui dit ouais non, finalement les drogues c'est mal, et puis en plus il y a des drogues dures, plus dures que d'autres, voilà. Et donc ça, c'est la première fois où voilà, on a cette criminalisation. Et puis, beaucoup plus tardivement, une raison morale, en fait, dans les années 1950-1960, avec aux États-Unis Nixon, qui dit, voilà, l'ennemi numéro 1 aux États-Unis, l'ennemi public numéro 1, c'est les drogues. Et en fait, il s'attaque ici aux hippies, aux personnes qui refusent d'aller servir au Vietnam et qui consomment aussi du LSD, de l'ecstasy. Et du coup, il ne pouvait pas les mettre en prison juste parce qu'ils étaient des hippies et qu'ils avaient des pantalons pattes d'éléphant. Et il a trouvé voilà, les substances pour criminaliser tout ça. Et le monde et la Suisse, on est des fois lent à suivre, mais on suit très très rapidement. En 1975, on met en place dans notre loi sur les stupéfiants la criminalisation des substances, et se crée aussi tout ce schéma, ce mot drogue justement, entre drogue dure et drogue douce, avec les drogues douces qui sont les drogues légales et culturelles, donc l'alcool, l'usage du tabac, et puis les drogues dures, le LSD, l'héroïne, la cocaïne, etc. Et depuis, il y a de nombreux chercheurs, il y a plusieurs études. Si vous tapez sur Wikipédia classification des substances psychotropes, vous tombez sur aussi des études qui les classifient par leur dangerosité.
Et puis, alors c'est pas dans cet article Wikipédia, mais c'est David Nutt, dans les années 2010-2014, sauf erreur, qui a fait un article où il compare justement une énorme recherche où il compare la dangerosité des substances. Et il les classe, c'est ça qui est intéressant, à la fois en termes de dangerosité pour l'humain, donc pour notre corps et pour notre cerveau. Et puis le potentiel addictif, est-ce que quand on les consomme, on devient très vite addict ou pas? Et ça, c'est à substance égale. Et puis, il a aussi toute une partie où il compare les dangers et le mal que les drogues font à la société. Est-ce que quand on consomme telle ou telle substance, on va devenir dangereux, on va prendre des risques, ou est-ce que plutôt ça nous calme, et voilà. Et en faisant tous ces critères, il les classe, et la drogue la plus dure et la plus dangereuse, sans conteste, et loin devant, c'est l'alcool. Ouais. Et donc voilà, cette différence entre drogue dure et drogue douce, qui en fait se mélange avec drogue légale et drogue illégale, est une construction sociale qui est complètement absurde et qu'on essaye de déconstruire au Gréa fil après fil pour montrer que voilà, la drogue la plus dure et notamment qui fait qu'on prend le plus de risques et qui fait qu'on devient le plus violent. Enfin, la violence domestique est souvent corrélée aussi à une consommation d'alcool. C'est voilà, une drogue légale. Alors justement, c'est fascinant. J'aimerais revenir un petit peu quand même sur le passé. C'est que plusieurs banques ont créé leur fortune sur le commerce des drogues et de l'opium. Je crois qu'il y a une grande banque anglaise que je ne vais pas citer, mais qui a fait vraiment toute sa richesse, qui est représentée partout dans le monde. On a plusieurs bureaux ici à Genève de cette banque qui a vraiment créer toute sa fortune et son influence politique grâce à l'opium. Mais en fait, c'est comme tous les outils, il peut se retourner contre soi. Et moi, la question que je me pose, c'est comment est-ce que cet outil qu'on voulait avoir pour le contrôle de la société chinoise à l'époque, on décide à un moment donné, alors que c'est les élites qui avaient l'outil en main, comment est-ce qu'on décide à un moment donné qu'il devient interdit c'est parce qu'à un moment donné, c'est le peuple qui s'en empare, un petit peu les hippies et autres qui décident de s'en emparer, puis tout à coup, l'outil se retourne contre ceux qui voulaient l'utiliser au départ. Non, alors, j'ai fait un saut historique peut-être trop grand, parce que les guerres de l'opium, c'est pendant la colonisation. Et puis, ce que j'ai dit avec les hippies, c'est 20e C'est bien siècle. après, bien sûr. Ouais. Entre deux, effectivement. Alors, les guerres de l'opium, c'était effectivement l'élite chinoise qui utilisait beaucoup ça. Et en fait, c'était devenu aussi un problème pour le gouvernement chinois. Parce qu'en fait, son élite devenait amorphe avec cet usage. Et donc, effectivement, l'interdiction ici, ça s'est retourné contre eux et ça s'est devenu effectivement néfaste. Et en fait, j'ai sauté trop vite parce qu'il y a une troisième phase historique pour moi dans cette criminalisation des substances qui est le 19e siècle, l'industrialisation, l'exode rural où il y a une arrivée massive des ouvriers dans les usines, dans les villes, et où les villes créent aussi toute une série de problèmes, toute une série de maladies, et où là, l'opium est aussi utilisé. Alors, de nouveau, c'est une révolution incroyable. On a réussi à supprimer la douleur. Un ouvrier qui avant souffrait, qui était pris dans sa chair par son travail, pouvait prendre de l'opium et ne plus avoir mal. Enfin, ça, c'est quand même fantastique de réussir à choisir si on a mal ou pas. Le problème, évidemment, c'est que, et ça, peut-être on pourra y revenir aussi après sur ce qui fait que d'une consommation non problématique, on passe à une consommation problématique ou à une addiction. C'est jamais à cause de la substance ou pas que, en fait, à cause de la substance, mais c'est aussi à cause du contexte. Et donc, quand on est ouvrier et qu'on doit travailler beaucoup et qu'on a mal, etc., on va commencer à avoir une consommation excessive, effectivement, d'opium. Et là, cette deuxième phase, elle est intéressante parce qu'effectivement, on commence à avoir des consommations trop grandes dans les villes et où aussi on se dit, le mauvais ouvrier, là, il consomme trop, il faut qu'on lui interdise, quoi. Et c'est aussi un truc moral, genre, en fait, il sait pas gérer sa consommation. On comprend pas qu'en fait, il consomme parce qu'on le fait trop travailler. Et voilà, il ne sait pas gérer sa consommation. Et là, il y a aussi l'arrivée des pharma au 19e siècle.
Et ça, c'est aussi un moment clé dans l'usage des drogues, parce que avant, c'était les substances psychotropes. Et avec ce moment-là, on a alors eu la séparation entre, comme je le disais avant, drogue dure, drogue douce, drogue illégale, drogue légale. Et là, il y a la séparation entre les bonnes drogues, qu'on va appeler les médicaments, et les mauvaises drogues qu'on va criminaliser et qu'on va appeler les drogues dures, en fait. Alors que, comme je l'ai dit avant, la morphine, la diacétylmorphine, c'est la même chose. Et on pourra revenir après sur l'usage du cannabis, thérapeutique ou récréatif. Cette frontière, elle est très, très brouillée, quoi. Et donc, à ce moment-là, les pharmas deviennent puissantes. Et en fait, aussi, ce qu'il faut dire, c'est que une grande part des drogues qu'on connaît aujourd'hui modernes sont inventées et mises sur le marché par la pharma. L'exemple de la cocaïne est aussi un bon exemple, parce que quand les ouvriers dans les villes consommaient massivement de l'opium, le lendemain matin, il fallait se réveiller et se stimuler pour retourner au turbin. Et donc, on prenait de la cocaïne. Et d'ailleurs, les pharmacies, les anciennes pharmacies, on trouve encore aujourd'hui ce nom à des endroits, c'était les drogueries. Donc, on pouvait rentrer dans des drogueries et puis il y avait la cocaïne, des pilules de cocaïne, etc. Et donc, c'est assez fou, quoi. Et c'est finalement pas si récent que ça. 19e siècle, il y a peut-être 200 ans, 150 ans. Et la pharma, ensuite, se dit, mais on va développer quand même un opium un peu plus performant. Il faudrait un truc un peu mieux, quoi, qui fasse moins de dégâts, parce que c'est vrai que là, comme la population prend ça. Et donc, Bayer, qui est encore une des grandes industrie pharmaceutique, invente l'héroïne. Donc, vous pouvez taper Bayer héroïne sur Internet et on voit des petits flacons avec le sigle Bayer, quoi. Sauf erreur, Bayer, c'est ceux qui font l'aspirine maintenant. Donc voilà, et pareil, Merckx, donc de Merckx et Renault. En fait, lui, il n'a pas inventé une drogue, mais il a inventé un processus qui permettait de créer justement la morphine. Et la morphine, donc qui vient aussi des opiacés, la morphine de manière industrielle est hyper large. Et donc là, maintenant, Merck sont dans le top 5 ou le top 10 des pharma mondiales, quoi. Et donc lui, c'est Emmanuel Merckx, un Allemand, qui invente tout ce processus. Et donc on a une séparation à ce moment-là entre, comme je le disais avant, les bonnes drogues qui deviennent les médicaments et les mauvaises drogues. Et on peut le voir aussi encore dans notre loi. Si vous lisez en Suisse la loi sur les stupéfiants, et puis vous lisez à côté la loi sur les produits thérapeutiques, moi, quand j'ai lu les deux lois en même temps, c'est presque la même chose, en fait, ce qui est dit. Et pourtant, il y en a une où c'est article 19, criminalisation, on pénalise pour une telle consommation, puis il y en a une autre, c'est comment la malle va rembourser ses médicaments, quoi. Donc voilà aussi peut-être le chaînon manquant dans cette criminalisation et cette division, en fait, des bonnes drogues et des mauvaises drogues. Oui, d'ailleurs, j'ai une petite anecdote à ce propos, c'est que ici on est dans une vieille maison qui a 200 ans d'histoire au moins, et en fouillant dans les greniers, on a découvert une très jolie petite poche avec toute une série de pipes à opium de différentes tailles, et qui étaient magnifiques en ivoire et tout ça, sculptées, et avec l'étiquette du vendeur de ces pipes à opium à Genève. Ça veut dire que c'était dans le marché ouvert. En tout cas, les pipes. Après, je ne sais pas si l'opium, mais je ne sais pas quand ça a été acheté, mais c'était peut-être début du 20e ou fin 19e. Mais il y avait l'étiquette, on offre, on achète clairement. C'était en vitrine. Totalement, ouais. C'était en vitrine. Et même sur la question du cannabis, on y reviendra aussi. J'étais pas né, mais on m'a raconté que dans les années 70, on pouvait acheter du cannabis relativement librement. On m'a raconté qu'à Bienne, il y avait une vingtaine de magasins où on pouvait... Donc, c'est vraiment il n'y a pas longtemps, quoi, il y a 50 ans. Et donc, voilà, ça s'est construit, effectivement, cette criminalisation petit à petit, mais vraiment récemment, cette moralisation par Nixon dans les années 60, c'est vraiment le coup final qui a criminalisé de manière... énorme les consommateurs, en fait, et qui a créé plein de problèmes qu'on essaie de rattraper petit à petit aujourd'hui. Cette criminalisation qui a non seulement criminalisé et donné un coup de frein à la consommation, on va dire, populaire, mais aussi à la recherche scientifique. Du coup, c'était beaucoup plus difficile d'obtenir des droits de recherche. Totalement. Alors, encore un autre exemple très intéressant sur ce lien entre la pharma et puis cette criminalisation et la recherche, c'est l'invention du LSD.
invention suisse. Donc ça, c'est Sandoz. Albert Hoffmann, en 1943, qui synthétise l'ergot de seigle. Donc l'ergot de seigle, c'est un champignon qui pousse sur le seigle. Donc je pense que même l'ergot, il peut pousser sur d'autres céréales, hein, mais là, c'est sur le seigle. Et en fait, il synthétisait pour Sandoz, je crois que c'était pour chercher un nouveau médicament pour des troubles cardiaques. Et donc, il a synthétisé le LSD1, LSD2, etc., cette molécule. Puis tout d'un coup, il tombe sur LSD25, une goutte qui lui tombe sur la main et il commence à triper, quoi. Il laisse ça de côté quelques années parce que voilà, son industrie lui dit non, il faut que tu développes quand même ce médicament. Mais dans sa tête, ça reste, quoi. Il se dit, là, il y a un potentiel, pas pour la médecine somatique, mais pour la médecine psychiatrique, psychologique, quoi. Et il le reprend et il dit, bon, voilà, en bon scientifique, je vais le tester sur moi-même. Et puis, en bon scientifique aussi, qui manipule, donc chimiste, qui manipule les substances, je vais tester une micro-dose, quoi. Vraiment la dose la plus petite que je puisse comparer à ce que je fais avec les autres substances. Sauf que le LSD, il suffit d'une micro-dose pour partir très très loin. Et je crois qu'il a pris 250 microgrammes, ce qui est en fait une énorme dose. Et pour lui, dans sa tête de scientifique, il s'est dit, voilà, c'est minuscule, quoi, je risque rien, je vais même pas sentir les effets. Et voilà, et il a commencé à avoir un trip très 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 fort. Et c'est à ce moment-là qu'il y a le fameux bicycle trip, donc où il va faire son assistante. Et là, c'était en fait aussi éliminé par l'histoire le fait que c'est une femme qui a aussi aidé à développer avec lui ce LSD. Et donc, voilà, il lui dit, mais il faut que je rentre, quoi. Et il lui dit, prends ton vélo. Et donc, il prend son vélo pour rentrer chez lui et il croit qu'il va mourir chez lui. Il appelle son médecin. Et voilà. Et par la suite, il va apprivoiser cette substance, il va la connaître, il va développer du savoir là-dessus, et il a vraiment l'intuition qu'on peut en faire quelque chose pour la psychiatrie. Et donc il en parle à Sandoz, son employeur, et qui dit ouais, pourquoi pas, mais sauf que nous on n'a pas l'argent de faire de la recherche là-dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va dire que tous les médecins et tous les psychiatres qui le souhaitent, on leur envoie gratuitement des doses. Et eux, ils peuvent faire des recherches là-dessus. Et donc, il suffisait apparemment d'envoyer une lettre à Sandoz avec un stempel « Je suis médecin » pour recevoir des doses de LSD. Alors, je crois qu'il y a eu 2-3 médecins qui se sont inventés, 2-3 tampons qui ont été envoyés à Sandoz, mais bon, voilà. Et il y a vraiment une première phase de recherche entre les années 40 et 60 sur cet usage, en fait. On voit vraiment et ensuite un effondrement, parce qu'évidemment au bout d'un moment il y a la criminalisation, et puis Sandoz dit non, on va arrêter de faire ça, quoi. Enfin, on va pas se passer pour des dealers de la mafia criminelle qui voilà. Et justement avec la criminalisation, les mafias ont pris le relais des pharma, en fait, pour produire de la manière la plus déstructuré et sans règles possibles. Enfin, c'est le marché le plus libéral, le marché des drogues illégales. Il n'y a aucune règle. Et donc, et c'est un marché très, très capitaliste, avec des mécanismes de promotion, d'invention de nouvelles substances pour plus addictives. Le fentanyl, dernièrement, on a vu ça. Enfin, c'est 80 fois plus puissant que l'héroïne. On en met un petit peu dans d'autres substances qu'on vend. Donc voilà, et donc la criminalisation, effectivement, a créé beaucoup de problèmes et renforce, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, des mafias qui sont maintenant devenues tellement puissantes qu'on se dit ça va être difficile de leur retirer ce marché. Ouais, on voit que la prohibition, comme on l'a vu avec la prohibition de l'alcool, en fait, il y avait de plus en plus de bars qui pouvaient vendre des alcools frelatés, avec beaucoup plus d'accidents qui pouvaient arriver depuis que l'alcool est contrôlé. Alors, c'est toujours une drogue dure et extrêmement destructrice, mais il y avait, je pense, au niveau proportionnellement, beaucoup plus d'accidents pendant que c'était sous la prohibition. Vraiment, c'est un problème de vouloir contrôler. On voit que si on veut absolument contrôler, il y a des marchés noirs qui s'ouvrent
de toute façon sans aucun contrôle, et puis que ça devient la foire que c'est aujourd'hui, où on peut avoir toutes les substances, tous les produits, des plus dangereux aux plus addictifs, tous les types de marchés noirs avec toutes les... Il y a vraiment certaines personnes qui font un effort pour la décriminalisation des drogues. On a par exemple, je crois, une ancienne conseillère fédérale, donc l'équivalent d'un ministre, qui était au gouvernement en Suisse dans les années 90, il me semble, et puis qui a mené ou qui mène encore un combat pour la décriminalisation au niveau mondial des drogues. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet effort de décriminalisation? Est-ce que c'est une bonne idée? Alors tout à fait, on peut en dire beaucoup de choses. Peut-être, désolé déjà, je pinaille sur les mots, mais le fait de contrôler, en fait, c'est un peu ce qu'on veut. Et actuellement, il n'y a aucun contrôle, justement. C'est le fait d'interdire, donc de prohiber, qui est très néfaste. Donc, plusieurs choses à dire. Peut-être premier point, c'est pourquoi est-ce que la prohibition, c'est néfaste? Je l'ai dit parce que ça crée des mafias, parce que ça nous fait perdre justement le contrôle, ça fait perdre à la société, à l'État, le contrôle sur ces substances, et ça mélange la consommation de ces substances avec le crime organisé. Donc le trafic d'humains, toute la prostitution, toutes sortes de choses est très mélangée. Voilà. Et en plus, ça fait que les personnes qui consomment une substance qui, comme je l'ai dit avant, n'est objectivement ni bien ni mauvaise, commence à le faire mal. Et ça commence effectivement à devenir mauvais. Parce que quand on consomme et qu'on se sent stigmatisé, qu'on s'est interdit, on va le faire de manière cachée. On va donc le faire mal. On ne va pas oser parler si on a un problème d'addiction. On connaît en Suisse l'exemple du Letton à Zurich dans les années 1990. La parade de Platz? Le Platzspitz. Platzspitz, ah oui, c'est vrai, pardon. Exactement. Où, il y a eu cette consommation cachée qui est devenue visible d'un coup dans un parc et où il y avait plus de 1000 personnes par jour qui allaient dans ce parc pour consommer de l'héroïne, qui se passaient les seringues, donc qui se le faisaient mal, qui se cachaient dès qu'il y avait la police, Autre problème, c'est qu'on ne connaît pas la substance. Quand on achète un médicament, c'est marqué exactement, on sait que c'est contrôlé, que ce qu'on va prendre, c'est pas dangereux. Le marché illégal, il n'a pas besoin de s'embêter à faire contrôler ces substances. On connaît la cocaïne coupée, et voilà. Et c'est comme pour donner une image, quand on achète une substance psychotrope, une drogue au marché illégal, et qu'on la consomme, c'est comme si on allait dans un bar, puis qu'on disait « donnez-moi un verre de liquide ». Et on ne sait pas si c'est de l'eau, de la bière, de la vodka, du poison. Et voilà, on est obligé de consommer les yeux fermés. Et donc, ça crée toute une série de problèmes. Et donc, effectivement, l'interdiction, c'est mauvais. Et c'est maintenant scientifiquement, historiquement montré que ça crée que des problèmes. L'argent, en plus, qui est fait par ces ventes... et l'État ne peut pas l'utiliser pour la prévention ou pour d'autres choses. Dernier exemple peut-être de choses néfastes, quand il y a eu justement la criminalisation du cannabis. Donc ça, c'était un peu plus tard. Il y avait déjà la criminalisation et l'interdiction, par exemple, de la cocaïne ou de l'héroïne. Puis d'un coup, le cannabis a été également interdit. Et donc les gens qui avant allaient acheter dans ces fameux petits magasins à Bienne dont je parlais ou d'autres, ils ont dû aller au marché illégal dans la rue. Et puis le dealer, comme ça, un commerçant, puis qu'il a envie de vendre plus, il vendait le cannabis, puis il disait « Mais tiens, je te donne gratos un peu de cocaïne, teste ». Et donc ensuite, plusieurs personnes ont fait le passage entre un usage un peu raisonné et non problématique du cannabis vers d'autres usages. D'où le fameux argument de ceux qui veulent lutter contre les drogues, de dire ceux qui ont pris de la cocaïne ont de toute façon un jour pris un joint avant. Ouais, pour dire que le joint amène à la cocaïne, c'est un petit peu l'argument. Alors ça, la drogue passerelle, justement, c'est aussi un argument à déconstruire. Enfin, il est faux. En gros, là, l'exemple, il est parce que c'est interdit. Mais si c'était légal, le fait de dire parce que je vais fumer du cannabis, je vais ensuite passer aux drogues dures. Déjà, je l'ai dit, les drogues dures et drogues douces, ça n'a aucun sens. Et en plus, c'est faux. Enfin, ça, c'est montré par les recherches que non, il y a plein de gens qui fument du cannabis et qui ne fument que ça. Tout comme on peut très bien boire un bon verre de blanc et c'est pas à cause de ça qu'on va tout d'un coup passer dans
qu'on aura envie de consommer de l'héroïne, quoi. J'expliquerai peut-être aussi après pourquoi est-ce qu'on consomme et qu'est-ce qui fait que ça devient addictif. Donc voilà, ça c'est le premier point, c'est pourquoi est-ce que la criminalisation, la prohibition, c'est mauvais. Le deuxième point, c'est différencier le reste. On entend souvent décriminalisation, légalisation, régulation. C'est des mots différents, en fait. Décriminaliser, c'est ne plus rendre criminel le fait de consommer. Et ça veut pas dire que c'est permis. Traverser au rouge, c'est pas permis, mais c'est pourtant pas criminel. On va pas aller en prison pour ça. Et donc là, on a une décriminalisation progressive de certaines substances en Suisse, comme le cannabis, où si on en consomme ou si on en a une petite quantité, c'est plus criminel. On va recevoir ce qu'on appelle une amende d'ordre. Et donc on va devoir payer, je sais plus, 100 francs, voilà. Mais on va pas avoir un casier judiciaire, etc. Donc la décriminalisation, c'est déjà une première étape. Au Portugal, ils ont décriminalisé toutes les substances. Ce qui fait que quand on consomme et qu'on est pris par la police parce qu'on consomme une substance qui reste illégale, on va pas aller en prison, mais on va aller voir un travailleur social ou un psychologue qui va nous aider et qui va nous engager dans un processus. Mais par contre, c'est toujours interdit de vendre des drogues et le fait d'en vendre et d'en trafiquer, là, c'est toujours criminel. Donc ça, c'est la décriminalisation. La légalisation, c'est de dire, on légalise tout, c'est autorisé, on peut faire ce qu'on veut, et ça, c'est pas non plus la légalisation où on laisse faire tout ce qu'on veut, ce qu'on souhaite au GREA. Ce qu'on souhaite, en fait, c'est une régulation. Et on a un schéma qu'on montre assez souvent en U, où sur l'échelle du bas, c'est soit tout est prohibé, soit tout est permis. Et sur l'échelle verticale, c'est les dommages sociétaux pour les gens. Et en fait, c'est en U. Si c'est totalement prohibé, c'est très dangereux. Si c'est totalement légal, c'est aussi très dangereux. Et donc, il faut se rapprocher pour diminuer le danger de la consommation des substances. Il faut une régulation au milieu. Et on donne souvent l'exemple en Suisse de l'alcool et du tabac. On est vraiment beaucoup plus du côté de la libéralisation, un peu la jungle, où il y a très très peu de normes de régulation. En gros, c'est pas le droit à 18 ans. Et encore, on l'a vu dernièrement dans le tabac, les puffs que l'industrie du tabac a mis sur le marché, on les vendait dans les kiosques sans vraiment de limite d'âge. Là, on est en train de réguler ça, justement. Mais voilà, la publicité aussi, interdire la publicité, ça serait une régulation pour pas favoriser la nouvelle consommation. La publicité avec l'alcool, c'est même interdit dans certaines, quand c'est vraiment spécifique aux mineurs ou des choses comme ça, mais ensuite ils font de la publicité pour la bière sans alcool. Franchement, je montre souvent cette image de la publicité pour la bière sans alcool. Quand je vois ça, j'ai juste envie de boire une bière, quoi. Donc voilà, donc il y a donc c'est très très peu régulé. Et pourtant, en Suisse, le tabac, c'est ce qui tue le plus. Alors pas le tabac en soi, mais la manière dont on le consomme, c'est-à-dire la combustion. C'est 10 000 morts, un peu moins de 10 000 morts par année. L'alcool, c'est 1500 environ. Et les autres substances, c'est quelques centaines. L'alcool, 1500 seulement? Alors, l'effet direct, parce qu'il y a plein d'effets collatéraux, comme les accidents de voiture. C'est ça. Alors, effectivement, ces statistiques sont à prendre avec beaucoup, beaucoup de pincettes. C'est très, très difficile de mettre une coche sur on est mort pour telle ou telle chose. Je sais que quand il y a un décès, on doit mettre dans une case, effectivement, si on a une crise cardiaque, peut-être que des fois, ça sera mis crise cardiaque, peut-être cocaïne, on ne sait pas. Et je crois que si on prend le nombre, les statistiques, si on additionne tout, donc cancer, crise cardiaque, drogue, etc., il y a 4 fois par année la population suisse qui meurt. Donc ça veut bien dire qu'on met dans des cases différentes. Voilà. Donc à prendre avec beaucoup de pincettes, mais ça donne quand même un ordre d'idée, en fait. Donc voilà. Et donc, il faut réguler. Il faut mettre des normes, il faut que l'État et la société s'approprient la vente, s'approprient la distribution, limitent la promotion. Mais, et ça c'est aussi le dernier point, la vision du GREA, qui est une vision libérale au sens des libertés des gens.
on pense que c'est absurde de limiter la liberté des personnes d'avoir le droit de consommer, d'avoir le droit d'utiliser des substances qui peuvent être bénéfiques pour la vie, pour notre quotidienneté. Alors ça, pardon, mais j'imagine que ça peut en faire sursauter plus d'un. Alors bien sûr. Quels sont les exemples de drogues qui peuvent être bonnes pour certaines utilisations et pour certains types de personnes? Alors, toutes et aucune. De nouveau, c'est-à-dire ça dépend de la manière dont on les utilise. Comme je donnais l'exemple avant, moi, si je me casse le bras, je serais très très content de prendre de la morphine ou voilà. Mais du coup, le fait de réguler, de légaliser, ça permet d'expliquer et de mettre en place des structures sociétales qui permettent une consommation à moindre risque ou moins problématique. Maintenant, les exemples les plus connus, ou ceux sur lesquels les plus frappants, si on reprend la classification de la dangerosité des drogues de David Nutt, sur laquelle j'étais venu avant. Donc la pire des drogues, je l'ai dit, c'est l'alcool. Elle est suivie assez proche de l'héroïne, cocaïne. Et en fait, si on prend tous ces classements aussi sur Wikipédia, c'est toujours un peu la même chose. Il y a dans le top du classement alcool, héroïne, cocaïne. Au milieu, cannabis, les cannabinoïdes. Et toujours à la fin du classement, très peu dangereux, très peu addictifs, les psychédéliques. Le LSD, la psilocybine, la MDMA, la mescaline, la DMT, etc. Et donc, les psychédéliques sont un exemple parfait qui font bouger beaucoup de choses dans la réflexion pour montrer que voilà, maintenant, c'est utilisé aussi pour soigner les troubles post-traumatiques, l'anxiété, la dépression résistante. Donc on voit que ces drogues horribles qu'on a criminalisées longtemps sont maintenant même utilisées par les médecins, les psychiatres dans le domaine de la santé mentale. Et donc voilà, donc il faut... mais par contre, il y a aussi des usages dangereux et des mauvais usages de ces psychédéliques. Ils ont été utilisés pour torturer par les CIA. Ils ont été utilisés pour torturer, voilà. Et c'est comme quand on prend une voiture, on peut tuer avec une voiture, mais pourtant, on peut aussi se déplacer. C'est fantastique comme invention, même si ça pollue maintenant, voilà. Mais du coup, voilà, il faut réfléchir, mettre en place des structures pour que on ait un meilleur usage, un usage à moindre risque. On parle de la réduction des risques, justement. La réduction des risques qui est un pilier maintenant dans la loi suisse depuis justement les années 90 où on a eu tous ces problèmes à Zurich de consommation. On s'est dit, mais en fait, si on dit aux personnes de ne pas consommer, ça ne va pas marcher. Parce que on consomme pour d'autres raisons voilà. Donc, il faut plutôt dire, OK, on t'autorise à consommer, mais par contre, on va t'aider à le faire à moindre risque. On va te donner une seringue propre, comme ça, tu vas éviter les maladies transmissibles, le sida, les hépatites, etc. On va te dire avec le drug checking qu'est-ce qu'il y a dans ta substance. Comme ça, tu sais que tu vas devoir prendre telle dose et que si tu prends en fait ce que tu avais pensé prendre, tu vas faire une overdose et tu vas mourir. On va te dire avec le drug checking qu'en fait, dans ton cannabis, c'est pas du cannabis naturel, c'est du cannabis synthétique. Donc, on a sprayé une plante avec un cannabis synthétique. Et puis, en fait, c'est hyper dangereux parce que le taux de THC, il est très, très haut. Donc, fais pas ça. On va te dire, écoute, le cannabis, quand tu le consommes à l'adolescence, c'est le moment où le cerveau se forme. C'est beaucoup plus dangereux que si tu le consommes à 30 ans. Donc peut-être attends un moment, si tu veux l'utiliser, attends vraiment, ou en tout cas, plus le taux de THC est élevé, plus ça va être dangereux pour ton cerveau d'adolescent. Donc si vraiment tu ne peux pas te retenir de consommer, c'est mieux de ne pas consommer, mais si vraiment, prends des taux de THC très bas, quoi. Voilà. C'est dire consommer la cigarette ou le cannabis avec donc grillé à plus de 200 degrés, en fait, tu vas avoir énormément de chances d'avoir un cancer des poumons et de mourir. C'est ce qui fait les 10 000 morts en Suisse du tabac. Donc, en fait, consomme-le d'autres manières. Tu peux vapoter, tu peux manger, enfin voilà.
Donc, c'est vraiment de parler de ça, d'oser en parler, de déstigmatiser, de casser les représentations pour diminuer les risques. Parce que si on ne le fait pas, on a beaucoup de problèmes, en fait. Alors ça, c'est pour un petit peu illustrer ça, il y a des centres en Suisse où tout ce que tu dis, ce test des drogues, on peut donner la dose qu'on a achetée peut-être dans la rue, recevoir des seringues propres et puis un endroit pour s'injecter. On n'a pas besoin d'aller sous un pont. C'est des centres qui existent. À Genève, par exemple, Quai Neuf, je crois qu'ils appellent, où on peut aller et on a l'impression d'une certaine cohérence dans la manière dont c'est organisé. C'est pas tout le monde se pique comme il veut, où il veut. Enfin, c'est un peu canalisé et ça offre un lieu, on va dire, de sécurité et de confort pour les usagers. Tout à fait. Donc là, il faut revenir peut-être un peu sur cette histoire suisse des années 90. Moi, je dis ça a été un traumatisme fondateur. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il y avait énormément de problèmes. Il y avait plus comme je le disais, à un moment, 1000 personnes qui allaient dans ces parcs. Il y a eu un nombre de morts incroyable. Et ça a commencé à toucher toutes les parties de la population. Et donc, au bout d'un moment, l'État a dit, mais là, il faut faire quelque chose. Et on se rend bien compte qu'interdire, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut qu'on invente autre chose. Et a été inventé à ce moment-là ce qu'on appelle la réduction des risques, justement, et la mise en place de toutes ces structures. Et ensuite, même dans la loi suisse, c'est institutionnalisé. Donc, c'est parce qu'on a vécu l'enfer avec un mésusage de ces substances que maintenant, on peut mettre en place effectivement toute une sorte de structure. Les locaux de consommation sécurisés. Donc ça, c'est effectivement d'avoir un endroit où on peut se rendre pour consommer notre substance avec des outils propres. Et puis également, on sait qu'avec l'héroïne, ce qui est dangereux, effectivement, c'est l'overdose. C'est un dépresseur. Ça fait que notre cerveau oublie, oublie de respirer. Et donc là, s'il y a quelqu'un à côté de toi qui est là pour te secouer, tu vas pas mourir, quoi. Le drug checking, effectivement, également, c'est de dire, voilà, on va aller, vu que c'est pas contrôlé comme les médicaments, on va aller donner notre substance pour contrôler ce qu'il y a dedans, et puis on va nous dire, fais attention, là, il y a des substances toxiques, etc. Donc, c'est toute une série, effectivement, en Suisse, de mesures de réduction des risques qui ont été mises en place. Et on a maintenant quasi dans toutes les grandes villes de Suisse des locaux de consommation sécurisés. À Lausanne, d'où je viens, on en a un deuxième qui a ouvert. Pour vous donner une comparaison, en France, qui est vraiment à la peine, qui peine vraiment beaucoup sur ces questions, il n'y en a que 2. De toute la France, sur tout le territoire. Sur tout le territoire. Ouais, alors qu'en Suisse, on en a 2 dans la petite ville de Lausanne qui a 200 000 habitants, environ 200 000 habitants, quoi. Et en fait, on voit, et ça c'est intéressant de l'histoire suisse, c'est qu'au début, la population, les politiques n'étaient pas enchantés de tout ça. Pourquoi ? Parce que quand on dit on va mettre un local de consommation sécurisé, on dit quoi ? On dit en fait on autorise quand même un peu la consommation. Et alors qu'eux, ils voulaient non, la seule solution c'est de pas consommer. En fait, non. C'est pas de pas consommer. Comme je l'ai dit, on consomme tout partout. Les verres de vin blanc. Voilà. À chaque fois, je pose la question, c'est qui est-ce qui vous a fait goûter votre premier verre de vin ? Les parents. Les parents. Oui. Donc on nous éduque à consommer la substance la plus dangereuse. Voilà. Donc bon. Et en fait, en Suisse, on a mis en place ces structures de réduction des risques avec beaucoup de réticence au début. Et en fait, on voit que pragmatiquement, ça marche. Ça diminue, même pour l'espace public. Et ce qu'ils ont mis en place aussi, c'est ce qui était complètement fou. C'est que, voilà, au début, dans ces parcs où il y avait des enfants qui jouaient, les gens se piquaient et ils laissaient leurs seringues. Et ensuite, les enfants pouvaient se piquer, pouvaient attraper des maladies transmissibles, etc. Et donc, au début, ils ont distribué des seringues propres. Il y avait toujours ces seringues dans les parcs. Et ils se sont dit, mais en fait, on va leur distribuer une seringue propre, mais pour une seringue propre distribuée, il faut qu'ils nous en ramènent une usagée. Et donc, les usagers, de nouveau, qu'on stigmatise et qu'on prend pour des débiles au début, non, c'est des êtres humains comme les autres qui ont un problème d'addiction, mais qui ne sont pas définis que par ça. Et ils ont très vite compris ça, très vite compris cet intérêt. Et voilà,
presque du jour au lendemain, presque miraculeusement, il n'y avait plus de seringues usagées dans les parcs, quoi. Et donc, pragmatiquement, ça marche. Les statistiques de mort du VIH en Suisse font comme ça, et dès qu'on a mis en place ces mesures, elles chutent, quoi. Enfin, donc, quand pragmatiquement ça marche, et en plus en Suisse on aime bien justement mettre en avant ce côté très pragmatique, testeur, et ben en fait on n'a plus d'arguments pour montrer qu'il faut pas mettre ça. Et en plus on pourrait se dire, ah mais vu qu'on autorise, tout d'un coup les gens vont se dire, vu que c'est autorisé je consomme plus. Non, il n'y a pas eu une augmentation de la consommation, il y a eu une diminution des dommages liés à des consommations problématiques. Il y a aussi un truc qui m'a étonné en suivant un petit peu ton parcours et les différentes interventions que tu as pu faire. Et qu'à un moment, il y a un débat télévisé dans une télévision locale et il y a un vendeur de produits tirés du cannabis qui s'exprime et qui dit qu'une grande partie de sa clientèle, alors là, on sort totalement des clichés, sont des personnes âgées. Je ne sais pas si on ose dire comme ça, parce que je me mets dans le groupe de plus de 50 ans, qui sont ses clients principaux. Est-ce que ça sort complètement du cliché du jeune paumé? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette tranche de consommateurs? Tout à fait. Alors, donc là, on parle vraiment du CBD. Donc en Suisse, de nouveau, il y avait le cannabis qui était interdit, et puis il y a eu, dans les années 2000, un retour du CBD. Donc, Peut-être une petite définition pour ceux qui savent. C'est ça, petite précision. La majorité des substances psychotropes, c'est une molécule. L'alcool, c'est l'éthanol. L'héroïne, c'est la diacétylmorphine, les morphines, voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre comme exemple? La cocaïne, c'est une molécule. Le cannabis, il y a plus, quand on fume du cannabis d'une plante, il y a plus d'une centaine de cannabinoïdes en fait dedans. Donc plus d'une centaine de molécules, et on en découvre encore de plus en plus. Et les deux plus connus, c'est le THC et le CBD. Mais en fait, il y en a plein d'autres, les tétraïnos, enfin voilà, je ne suis pas chimiste, mais qui ont des propriétés diverses. Et aussi, ce qui est intéressant dans le cannabis, c'est le côté interaction entre ces différents cannabinoïdes, que là, au niveau scientifique, on pourrait encore faire des recherches. On ne sait pas vraiment toutes ces interactions, plus d'une centaine, qu'est-ce que ça fait sur notre corps, etc. Donc voilà, ça c'est pour préciser. Donc les deux plus connus, c'est le THC et le CBD. Le THC, c'est le cannabinoïde, la molécule qui donne cet effet psychotrope, qui donne cet effet qu'on dit dans le langage vernaculaire, on est défoncé, on est stone, etc. Le CBD, ça n'a pas du tout cet effet défonce, ça a un effet calmant. Et effectivement, la recherche aussi, alors là, de nouveau, je ne suis pas médecin, mais ce qu'on peut lire, il y a encore des recherches en cours qui ont des propriétés aussi sur le corps, donc pour les douleurs, relaxantes, etc. Et c'est le CBD. Donc en Suisse, le THC est toujours interdit, mais le CBD, dans les années 2000, a été autorisé. Donc c'est tous les cannabis, les fleurs qui ont moins de 1% de THC dedans, parce qu'il y a quand même toujours un petit peu. Et donc effectivement, c'est beaucoup les personnes âgées qui ont commencé à consommer le CBD, parce que ça diminuait des douleurs qu'on peut avoir, et ça calmait, et ça permet peut-être aussi de dormir. Là, il faut voir encore les recherches. Je sais qu'il y a des débats scientifiques sur vraiment les propriétés spécifiques de la substance, mais en tout cas, aussi, on peut revenir sur est-ce que pour des personnes âgées, ça marchait? Oui. Et donc, effectivement, c'est une large partie des personnes âgées qui consommaient ça, et en plus, qui le faisaient en réduisant les risques, c'est-à-dire qu'ils ne le fumaient pas, ce qui pourrait, comme j'ai dit avant, leur avoir un cancer des poumons, mais qui le prenaient sous forme de gouttes. On peut faire de l'huile de CBD. Et là, il y a eu une décision complètement absurde un peu plus tard, même il y a 5 ans, ou enfin quelques années du Conseil fédéral, qui était de dire, en fait, ces gouttes, c'est trop dangereux parce qu'on peut trop les avaler, donc il faut mettre une sorte de poison dedans pour plus qu'on puisse avaler ces huiles de CBD. Ce qui fait qu'il y a eu plusieurs reportages là-dessus quand cette décision a été faite, où ils allaient voir des personnes âgées qui disaient mais
Enfin, comment je vais faire maintenant, moi, sur mon huile de CBD, quoi. Et de nouveau, ça, c'était une politique un peu incompréhensible au niveau de la réduction des risques, parce que du coup, les personnes, elles vont se rediriger vers quoi? Le CBD fumé, et puis c'est plus dangereux. Enfin, voilà. Donc, effectivement, le CBD est consommé par des personnes aussi plus âgées, et donc pas par des jeunes qui... Par contre, le THC, là, les statistiques sont assez claires. Hein, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de personnes en Suisse qui fument du cannabis, mais en fait, dans le monde, c'est une des substances les plus consommées, voire la substance illégale la plus consommée. Et vraiment, c'est énorme. Hein. Enfin, dans le monde, ça se chiffre en millions de personnes. Hein. Mais voilà, en Suisse, on sait que la plus grande partie de la population qui consomme, c'est effectivement les jeunes. À l'adolescence, il y a une période clé. Et donc, c'est d'autant plus important de réguler, de se réemparer de ce marché pour pouvoir adresser des solutions, parler, tout comme on a à l'école l'éducation sexuelle, qui nous apprend, qui nous explique des choses. Ben, il faudrait qu'on ait l'éducation aux substances qui nous explique, quoi. En fait, les dangers qu'on encourt, et puis pourquoi on consomme, et puis comment est-ce qu'on peut faire pour moins consommer. Aussi sur cette histoire suisse et de la réduction des risques, peut-être faut dire encore une chose, c'est que donc avec la criminalisation que j'expliquais, l'usager était perçu comme un criminel qu'il fallait mettre en prison. Et puis dans les années 90 en Suisse, avec l'arrivée de cette réduction des risques, etc., il y a eu, je pense, une stratégie, hein, j'y étais pas, mais assez intelligente des milieux qui aidaient les personnes addictes de dire non, c'est pas des criminels, c'est des malades. Et donc, il faut pas les mettre en prison, il faut les soigner. Et en fait, ça a été très utile justement pour cette malade, enfin, de mettre cette étiquette malade sur les usagers pour obtenir des choses. Mais en fait, ça a aujourd'hui, rétrospectivement, aussi posé certains problèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaie de faire évoluer cette vision en disant non, la personne qui consomme, c'est pas un malade, c'est un être humain. Et donc, il faut le traiter comme tel. Et sa consommation peut devenir un problème, peut être étiquetée maladie, mais la grande majorité des consommations ne sont pas problématiques. Et donc, voilà, on est encore un peu avec ce stigmate de la maladie qui a permis de faire avancer beaucoup de choses parce que ça a permis de décriminaliser dans la tête les gens. Mais voilà, je pense qu'il faut encore maintenant qu'on aille plus loin pour juste considérer l'être humain et les substances, de nouveau, comme je le disais, comme des choses ni bien ni mauvaises, mais pour vraiment réfléchir aussi de la manière sociétale dans laquelle on veut l'intégrer. Parce que si on continue de considérer, et là on pourrait revenir aussi sur la question des psychédéliques, si on continue de considérer que les mésusages, ça rend malade, ben en fait c'est l'industrie de la maladie, c'est-à-dire les médecins et la pharma, qui ont le pouvoir et la légitimité de parler de ça. Mais j'ai pas enfin, c'est très important. Hein, et franchement, voilà. Et d'ailleurs, au GREA, on travaille énormément avec des médecins, des pharmacologues, mais on a une vision interdisciplinaire et sociétale. Il faut pas que ce soit uniquement les médecins qui aient le monopole de la légitimité de parler de ça. Il faut qu'on puisse réfléchir collectivement à la manière dont on veut intégrer l'usage de substances dans notre société. De parler et de prescrire ? De parler, de prescrire, de décider quels sont les bons usages, les mésusages, etc. Et là, il y a tout un enjeu sur la question des psychédéliques, justement. Oui, justement, on va de toute façon y venir, mais justement, il y a la question de la prescription et puis de qui a l'autorisation de donner, en l'occurrence, les psychédéliques. Aujourd'hui, c'est des médecins qui doivent demander l'autorisation à la Confédération pour l'utilisation de psychédéliques. Une autorisation qui est délivrée au compte-gouttes, hein, c'est chaque fois au compte-gouttes au niveau des médecins qui le demandent et au compte-gouttes au niveau de chaque utilisation. Il y a chaque fois une autorisation qui est demandée. Mais pour l'instant, c'est le précaré des médecins. Il y a beaucoup de discussions pour que les psychologues puissent aussi les utiliser et que d'autres types de thérapeutes puissent aussi les utiliser. Où on en est maintenant dans ce type de réflexion ? Alors justement, la loi suisse sur les stupéfiants, elle permet quand même une chose assez intéressante. C'est de dire, même si certaines substances restent illégales, on a quand même le droit de les utiliser pour deux raisons. Une raison scientifique, si on fait de la recherche dessus, ou pour un usage médical limité.
Donc, ça veut dire que si on a déjà utilisé tous les autres médicaments et que ça ne marche pas, on a le droit de prescrire des substances illégales parce que de toute façon, on a tout essayé. Et c'est dans cet interstice légal actuellement en Suisse qu'il y a effectivement une recrudescence. Il y a un article ce matin dans les journaux suisses alémaniques, parce qu'en Suisse, on a aussi toute une partie qui parle allemand, où la Confédération dit qu'il y a 500 personnes qui bénéficient en Suisse de ces traitements actuellement. Et qui est donc de dire pour des maladies spécifiques, donc la dépression résistante, l'anxiété et les troubles post-traumatiques, en fait, si les antidépresseurs n'ont pas marché, si une psychothérapie classique n'a pas marché, effectivement, on va essayer de donner des psychédéliques aux personnes pour soigner ça. Et donc, effectivement, mais voilà, vu que ça reste des substances illégales, la manière dont c'est régulé est très, 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 très stricte actuellement. Et donc, effectivement, c'est uniquement des psychiatres qui, au cas par cas, peuvent demander l'autorisation à la Confédération de prescrire les psychédéliques. Alors, je pense que dans notre société occidentale, ça va rester les médecins qui vont prescrire. Et ça paraît assez normal, c'est leur expertise. Voilà. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ces traitements psychédéliques, qui sont en fait des traitements, on appelle ça des psychothérapies assistées par psychédéliques, c'est pas juste ce qu'on appelle une pharmacothérapie, c'est-à-dire c'est pas juste donner un médicament et ça soigne, comme on prendrait une aspirine et on est soigné. Non, c'est une psychothérapie augmentée avec des psychédéliques. Donc, ce qui est important, c'est la psychothérapie. Ce qui est important, c'est le processus de guérison. Et effectivement, dans ce processus de guérison, qui comprend la prescription, donc ça, c'est les médecins, mais qui comprend ensuite ce qu'on appelle l'intégration. Donc, on va vivre un trip, et ce trip va nous faire bouger des choses dans notre cerveau. Et ensuite, il va falloir intégrer ça. Et c'est la phase d'intégration qui est centrale. Et cette phase d'intégration, effectivement, actuellement en Suisse, c'est les psychiatres qui le font, mais on peut réfléchir et discuter. Est-ce qu'il n'y a pas une manière différente de le faire? Est-ce que les psychologues ont un rôle à jouer là-dedans? Est-ce que les soins infirmiers ont un rôle à jouer là-dedans? On sait que les soins infirmiers, il y a toute une importance dans la présence au lit de la personne. Donc, il y a vraiment cette connaissance, ce savoir-être qui peut aussi être utile quand on est au moment du trip. Donc voilà, tout ça, c'est à construire. Pour l'instant, c'est encore en test, en fait, parce que il y a ces autorisations spéciales. Et peut-être, ce qu'il faut dire ici, c'est que on va parler de ces psychothérapies assistées par psychédéliques, mais pour moi, c'est actuellement un usage très spécifique et en fait assez petit en regard des usages des psychédéliques dans le monde et dans le temps. Les psychédéliques sont utilisés dans les cultures, dans diverses cultures dans le monde depuis l'humain, quoi. Je parlais avant dans ma thèse de Athènes dans l'Antiquité pour le tirage au sort. Pendant la Grèce antique, et ça, Stéphane Schillinger, je sais pas s'il en a parlé aussi quand il est venu ici, mais il y avait les mystères d'Éleusis, donc qui était une cérémonie où l'élite allait, qui était une cérémonie pas seulement l'élite d'ailleurs. Pas seulement l'élite y allait, mais aussi le peuple pouvait y aller. Ouais. Et où il prenait le kirkéon, donc qui est cette substance issue justement de l'ergot de seigle, donc un peu l'ancêtre du LSD. Donc voilà, donc les psychédéliques sont utilisés là-dedans. Elles sont utilisées dans les cultures amérindiennes, les cactus à péole, les cactus à mescaline, dans le cadre d'un culte spirituel, de tradition spirituelle. Et donc là, de nouveau, ce qui est intéressant, c'est de voir le contexte dans lequel l'intégration se fait ou dans lequel c'est pris. Donc là, on voit que dans ces cultures, c'est pas des médecins qui peut-être qui sont considérés comme les médecins, les chamans. Voilà, c'est aussi une discussion qu'on peut avoir. Quelle est la traduction occidentale de ces usages séculaires et traditionnels, quoi. Et voilà, il y a vraiment une intégration dans le cadre social et culturel de ces substances. Et nous, il faut qu'on le crée, quoi. Et pour l'instant,
ces substances sont en train d'être relégitimées par le médical. Et là, moi, je dis attention. Alors, oui, c'est important que le médical soit là, et d'autant plus pour des cas de dépression résistante, d'anxiété, enfin, assez lourd. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi d'autres usages plus rituels, de développement personnel, plus sociétaux, qu'il faudrait créer ou imaginer en parallèle de cet usage médicalisé que sont les psychothérapies assistées par psychédéliques? Ouais, parce qu'il y a vraiment quelque chose, quand on entend psychédélique et médical, il y a un moment, quelque chose qui grince. C'est pas très fluide à un moment donné, même si évidemment les médecins et les médecins psychiatres sont évidemment formés pour aider le patient à passer une crise. Il y a quelque chose de beaucoup plus large dans l'expérience psychédélique et de beaucoup plus impactant qu'une longue thérapie sur des années. Et du coup, je dirais, il y a la dimension mystique ou spirituelle ou religieuse qui peut intervenir, qui est très difficile à intégrer par le milieu médical. Et c'est là où on se dit, il faudrait peut-être des groupes de travail pour un seul patient. C'est-à-dire, on parle beaucoup de médecine intégrative où on fait intervenir plusieurs types de médecine pour un seul patient, qui les suivent de manière différente, mais qui vont échanger entre eux. C'est-à-dire que le médecin généraliste va parler avec l'acupuncteur, qui va parler avec l'herboriste, pour essayer de mettre en place quelque chose de global. On pourrait imaginer une approche à peu près semblable de médecine intégrative, médecine psychiatrique intégrative, où on fera intervenir le psychiatre, parce qu'évidemment qu'il a la légitimité de prescrire et de donner et d'utiliser et d'accompagner son patient, mais il ne peut pas répondre à toutes les interrogations que soulève le trip psychédélique, qui sont énormes et qui peuvent même, on parle toujours du mauvais trip, mais même un bon trip peut être hyper secouant et poser des questions profondément difficile après, des fois 1 ou 2 mois après, on se rend compte que peut-être qu'on a fait fausse route dans sa vie, ou peut-être qu'on a des choses pas réglées, et ça c'est vraiment hyper fascinant. Je sais pas si tu peux... Bien sûr, totalement. Alors effectivement, l'aspect mystique, spirituel, il est central dans la réflexion autour des psychédéliques. Et d'ailleurs, dans cet usage spécifique de thérapeutique, de l'usage des psychédéliques, des recherches, il y a beaucoup de recherches maintenant, on parle d'une renaissance. Pour moi, il n'y a pas une renaissance de l'usage. On a continué d'utiliser les psychédéliques, même avec la prohibition. Il y a un milieu underground qui est assez bien développé dans le monde. Il y a la tradition que je disais qui a continué d'utiliser, mais il y a plutôt une renaissance de la recherche scientifique actuellement, et de l'intérêt médiatique aussi sur ces substances. Et dans le cadre de ces recherches, il y a maintenant plusieurs recherches et même une méta-analyse qui a été faite, je crois qu'on appelle ça comme ça, qui montre qu'effectivement, plus l'effet mystique et spirituel a été fort pendant le trip et pendant la thérapie, plus l'efficacité de la thérapie est élevée. Ça veut dire que cette prise de conscience spirituelle ou cet effet mystique, on ne sait pas encore comment l'appeler, on n'a pas les mots dans notre culture occidentale pour ça, rend le traitement plus efficace. Et donc, ça veut dire que c'est central. Mais ça, c'est effectivement à inventer. Et je dirais que là, peu importe que ce soit des psychiatres, des infirmiers, des psychologues, etc., on a dans notre médecine occidentale un grand retard sur comment adresser ces questions mystiques et comment les intégrer, comment les traiter, comment en parler. Et ça, dans des cultures peut-être chamaniques, il y a beaucoup plus et il faut qu'on apprenne de ça. Mais comment est-ce qu'on parle de ça? Comment est-ce qu'on fait pour l'intégrer? Et pourquoi est-ce que cette spiritualité fait partie de la santé aussi? On est très très bon en Occident dans la santé somatique. On sait maintenant traiter des cancers. Enfin, c'est franchement hallucinant, mais parce qu'on a mis les moyens, on a mis la recherche. On est à la traîne dans la santé mentale. Et ça aussi, j'en parle beaucoup dans le cadre des psychédéliques avec les psychiatres, les psychologues qui me disent ouais, on est un peu resté bloqué à Freud, quoi, et il y a 150 ans, quoi.
Mais ça évolue quand même, la santé mentale. On voit qu'on essaie de développer des nouvelles choses. Et puis par contre, si on peut ajouter la santé spirituelle, alors là, ça n'existe même pas. Et peut-être que des gens qui vont m'écouter dire mais qu'est-ce qui me parle de santé spirituelle, quoi. Enfin, je pense que voilà, il faut qu'on réfléchisse aussi à ça et qu'on ait une réflexion sur comment on intègre ça, effectivement. D'ailleurs, essayons, hein, ça coûte rien. Si on essayait de définir qu'est-ce que la santé spirituelle, comment on pourrait essayer? Oh là là, très compliqué. Bon, alors là, je peux que donner un avis personnel et comment je l'ai construit moi, et aussi peut-être à travers la littérature. J'ai été très marqué par les lectures assez classiques à l'école de l'existentialisme et d'Albert Camus, avec cette idée que la vie est absurde, et qu'on est là, mais pourquoi, et qui peut sembler un saut dans le vide, quoi. Quand on regarde aussi les étoiles, quand je m'intéresse à l'astrologie, c'est direct, je sais pas, une espèce de sentiment de larmes qui viennent, où mais c'est quoi cette absurdité de la vie, quoi. Et donc, je pense que, effectivement, la spiritualité et la religion, ça a été une sorte de réponse à ça, qui a peut-être mal tourné quand les religions se sont trop institutionnalisées et c'est devenu des outils de pouvoir. Mais à la base, c'est essayer de réfléchir au sens que la vie a et notre place là-dedans. Et peut-être que plus on est tranquille avec ça, plus on a une santé spirituelle qui est meilleure. Et là, la science-fiction a aussi beaucoup réfléchi à ça. Et je peux citer aussi une autre lecture, Ray Bradbury dans Les Chroniques martiennes, où il réfléchit beaucoup justement au rôle de la religion. Donc, en fait, c'est des terriens qui sont allés vivre sur Mars. Et puis là, on suit dans ces Chroniques martiennes beaucoup plus tard des terriens qui ont totalement détruit la planète Terre et puis qui vont là-bas et puis qui se retrouvent confrontés à ces anciens peuples humains mais qui sont maintenant devenus les Martiens et qui eux ils disent ils ont jamais opposé la science, l'art et la religion parce que la science c'est une manière d'explorer ce miracle qu'on comprend pas qui est la vie et voilà donc et l'art c'est une manière de l'interpréter. Et en fait, les deux ont le même sujet, la religion aussi. C'est d'essayer de comprendre, voilà. Et aujourd'hui, avec tout le processus historique, la rationalisation de notre vie, de notre société occidentale, l'individualisation de tout ce qu'on fait, voilà, ça, je pense qu'on s'est un peu éloigné de cette chose qui est d'essayer de comprendre c'est la vie, quoi, et cette espèce de miracle. Jung dirait que la religion est déjà une rationalisation du divin. Qu'en fait, ce qu'on pourrait dire que la religion vue depuis notre point de vue occidental, c'est irrationnel, mais non, d'après un point de vue plus global, on pourrait dire qu'il y a d'abord ce sentiment religieux qui peut naître en l'homme, ce sentiment des moi devant l'incompréhensible, et que c'est une manière de rationaliser. Donc ça va vers la rationalisation aussi. Et par rapport à Camus, ça a aussi été un héros personnel pour moi. Et il y a aussi une forme de beauté et de désespoir que je trouvais hyper touchant chez lui. D'ailleurs, petite parenthèse, quand j'avais genre 18-20 ans, je me suis mis à fumer à cause de Camus parce qu'on va toujours avec une clope. Voilà, d'où l'interdiction de la publicité, des modèles. Quand on voit des gens, on fait la même chose. Mais oui, moi, Camus, ça m'a beaucoup marqué aussi dans les deux grands dans l'existentialisme avec Sartre. J'ai jamais été touché par Sartre et je l'ai même plutôt détesté parce que ça répond, ils ont le même constat sur cette absurdité, mais ils ont des réponses assez différentes. Et je trouvais que Sartre était une réponse beaucoup plus noire, beaucoup plus pessimiste, alors que Camus, de ce que j'en ai compris, sa réponse c'était justement dans l'amour. Je sais pas, dans l'amour de l'humain, de l'amitié, de l'autre. Et ouais, ça m'a toujours assez porté, quoi, ce truc. Et par rapport à la rationalisation,
Et pour revenir aux psychédéliques, je pense que c'est ça aussi qui est assez fou avec les psychédéliques, c'est que on a les êtres humains des mots, on a une structure mentale qui vient de notre société, qui fait qu'on n'a pas les mots justement pour parler de ça. Enfin, quand tu m'as posé la question, c'est quoi la santé spirituelle? Waouh, enfin, il faut réfléchir, quoi. Alors que c'est quoi la santé somatique? Bim, on a les mots, on sait direct, quoi. Et donc, les psychédéliques, mais comme la méditation, comme beaucoup d'autres choses, hein, permettent peut-être d'ouvrir un peu dans notre cerveau cette bande passante voilà, de notre vocabulaire qui est rationnel, et puis de saisir d'autres choses. Donc, de saisir, de ressentir, je ne sais pas non plus comment l'appeler. Et c'est aussi pour ça que c'est très difficile quand on a eu des expériences psychédéliques ou quand on a médité ou quand on fait des rêves aussi, c'est la même chose, de l'expliquer. Et il y a une comparaison, une métaphore assez que j'aime bien, c'est comme de dire que si on prenait un homme du Néandertal, on le mettait dans notre société d'aujourd'hui, puis il voit les avions, il voit les voitures, il voit nos smartphones, puis ensuite il retourne à son époque et puis il doit l'expliquer. Il n'a pas les mots pour l'expliquer. Alors évidemment, il pourra dire il y avait des trucs qui volaient, un peu comme les oiseaux. Puis quand on tapait, c'était dur. Mais il n'a pas le mot métal. Enfin voilà. Et donc je pense que c'est la même chose. Il faut qu'on invente des mots. Il faut qu'on réinvente des manières de parler de ça, quoi. Et là, on est assez en retard. Et je pense que là aussi, il faut qu'on s'inspire de traditions, de cultures qui ont peut-être des choses à nous apprendre là-dessus. Clairement. Et du coup, ça pose un énorme problème dans ce retour des psychédéliques dans la société occidentale parce que on veut le faire bien. Et puis, notre manière de le faire bien, qui a marché, enfin, qui est excellente, hein, c'est de faire des recherches. Mais pour beaucoup de choses, hein, la recherche permet des avancées de connaissances sur les psychédéliques et c'est génial. Hein, les neurosciences, enfin maintenant on peut scanner les cerveaux avec des gens qui ont pris des substances pour voir ce qui se passe, etc. Mais il manque quand même une étape, quoi. Et là, on est très sur le evidence-based, donc des faits. Mais là, la question des faits, elle est très compliquée justement quand on n'a pas les mots pour mettre sur des faits, et quand on n'a pas voilà, c'est la capacité scientifique de savoir ce qui se passe dans le cerveau, de ce qui se passe en connexion avec autre chose ou pas, hein. Ça, c'est une question. Est-ce que quand on prend des psychédéliques, ça reste dans notre cerveau ou est-ce qu'on se connecte à d'autres choses? Voilà, on n'a pas, en l'état actuel des connaissances, le moyen de parler de ça. Et donc, il faut le développer. Mais par contre, ce qui m'agace parfois, c'est un discours de dire, vu qu'on ne sait pas, on ne fait pas, quoi. Ou on va, voilà, on reste dans le même schéma scientifique. Et donc, c'est comme ça, point final. Et il faut qu'on fasse de l'evidence-based. Et c'est que comme ça qu'on va prouver. Et si on n'arrive pas à prouver, on ne fait pas. Non, il faut qu'on soit plus créatif, plus innovant et qu'on invente d'autres manières de faire de la recherche sur ça et de développer des nouveaux outils, quoi. Est-ce que tu peux un petit peu définir on en a déjà parlé, hein, mais peut-être un petit peu plus définir qu'est-ce que c'est que la culture de l'usage et puis comment on peut s'en inspirer au niveau médical? La culture de l'usage, c'est-à-dire les usages culturels. Oui, et puis la culture, c'est-à-dire dans l'underground, comme on utilise les drogues, il y a une culture, il y a un savoir qui est peut-être pas transmis à l'élite pour savoir comment utiliser ça. Je ne sais pas si c'est quelque chose à aborder ou si c'est compliqué. Oui, non, alors peut-être déjà de manière un peu théorique et générale, Enfin, ce qu'on sait, ce qu'on dit, c'est quand on prend une drogue, il y a plusieurs facteurs qui sont importants. Il y a la drogue, il y a l'effet. Donc ça, chaque substance a des effets spécifiques. Puis ensuite, il y a ce qu'on appelle le set et le setting. Et le set, c'est quelque chose d'interpersonnel, c'est notre état mental qui va influencer l'effet de la drogue. Mais d'ailleurs, j'ai même l'impression que des fois, quand on boit une bière, peut-être notre état mental, il influence l'effet. D'un coup, le lendemain, on a une gueule de bois et on se dit « Ah, mais je comprends pas, j'ai pas beaucoup bu. » Et puis, voilà,
Et donc, probablement que ça influence, enfin oui, certainement que ça influence aussi. Et dans le cadre des psychédéliques, c'est aussi très, très important. Et puis, il y a le setting, ça, c'est le contexte. C'est tout ce qu'on met autour, avec qui on est, est-ce qu'on est dans une chambre comme ci, comme ça, est-ce qu'on écoute de la musique, etc. Et là, effectivement, les cultures underground, la culture traditionnelle, ont toutes des rituels. Et le rituel, c'est quoi? À part un setting, un contexte formalisé, en fait. Et donc, effectivement, ces rituels, alors là, je ne peux pas décrire ce que c'est que ces rituels parce qu'ils sont multiples et infinis. Il y a plein de rituels différents et ça dépend des cultures, ça dépend ici, voilà. Donc, des fois, c'est chanter, des fois, on utilise la musique, des fois, on ferme les yeux, des fois, c'est justement invoquer des esprits. Enfin, voilà. Donc, c'est... Par contre, je pense que nous, il faut qu'on développe aussi et qu'on s'approprie nos propres rituels, en fait. Et peut-être que là, moi, je dirais qu'il n'y a pas une seule réponse. C'est justement aux thérapeutes, aux chamans, je ne sais pas quel nom on lui donnait, de comprendre pour certaines personnes quel est le meilleur rituel. Donc, il faut en parler avant. Et d'ailleurs, dans les psychothérapies assistées avec psychédéliques, ils le font déjà. Il y a des séances sans substance avant, où il y a tout un dialogue qui est fait avec le patient. Et voilà. Et donc, je pense qu'il ne faut juste pas qu'on se bloque dans un modèle. Il faut qu'on mette des garanties de sécurité, parce qu'il y a quand même des problèmes possibles. Hein. On pourrait y revenir. Mais il faut qu'on laisse ouvert une multiplicité de réponses pour la complexité des attentes des personnes qui prennent ça. Alors justement, quels seraient les problèmes de sécurité? Alors, quand on regarde justement cette dangerosité des substances, on voit que les psychédéliques ne sont pas addictifs, donc ça, ce n'est pas un danger. Ils n'ont pas de problème sur notre corps, donc ça, ce n'est pas un danger non plus. On ne doit pas, comme pour fumer, se dire il faudrait le vapoter ou pas. Mais l'impact principal, c'est sur notre cerveau. Et le fait qu'on devient peut-être plus empathique, qu'on perd la maîtrise de notre conscience sur le moment, et donc on est peut-être plus vulnérable aussi à des manipulations ou à des agressions sexuelles. Il y en a eu d'ailleurs dans des séances d'ayahuasca, où des chamans ont profité des touristes. Exactement. Et ça, c'est peut-être la question centrale à régler. C'est comment est-ce qu'on fait pour éviter ça si on le réintègre dans notre société. Alors, certains proposent de filmer les séances. De nouveau, alors moi, j'entends ce qui se dit, j'entends aussi les patients. Maintenant, il y a une association de patients et de patientes qui ont suivi les psychothérapies assistées par psychédéliques. Cette association s'appelle Psychédélos, qui font des retours sur leur expérience. C'est central, c'est central. Ça aussi, c'est une manière de faire de la science nouvelle, quoi. C'est-à-dire d'écouter ce qu'ils disent, ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché, etc. Et bon, voilà, filmer. Alors, dans cette explication du setting, se faire filmer, ça fait partie du contexte. C'est peut-être pas le meilleur contexte de se sentir observé, filmé, alors qu'on va partir dans des états, voilà. Il n'empêche que si certaines personnes se sentent rassurées avec ça, pourquoi pas le proposer, hein. Mais voilà, il faudrait pas peut-être que ça devienne une obligation parce que pour le setting de certaines personnes, c'est négatif. Une autre solution, c'est d'avoir toujours 2 thérapeutes, 2 personnes, un homme, une femme, ou au choix du patient. Donc comme ça, il y a un contrôle. Et puis voilà. Et puis ensuite, il faut mettre en place des contrôles. Maintenant, c'est une question très importante. Il n'empêche que je pense pas non plus qu'il faut de nouveau que ça bloque tout et qu'on soit là, mon Dieu, c'est uniquement la faute des psychédéliques. Je donne toujours l'exemple des violences obstétriques. Qu'il n'y a pas de substance psychédélique, hein, et pourtant il y a une quantité de violences obstétriques absolument horribles par des médecins qui ont fait des années et des années d'études, qui sont très reconnus. Donc voilà, ça existe partout. Il faut mettre des mesures spécifiques pour limiter ça, et particulièrement quand même dans le cadre des psychédéliques où on perd un peu notre
notre contrôle de soi. Je parle aussi beaucoup de thérapeutique, récréatif, ou voilà, parce que là aussi c'est une chose à préciser. En fait, dans toutes les substances et qui a un impact sur les psychédéliques, c'est que pour moi cette différence qu'on a entre usage thérapeutique et récréatif, elle est très très floue. On parlait aussi avant du CBD, du cannabis, mais enfin quand je donne des fois des exemples, quand on boit une bière à la fin d'une longue journée de travail, ou peut-être après cet entretien où j'étais stressé, c'est quoi? C'est récréatif ou c'est thérapeutique? Quand je fume du cannabis le soir pour m'endormir, c'est quoi? C'est récréatif ou c'est thérapeutique? Et donc voilà, cette différence, elle est aussi liée à l'évolution que j'expliquais avant, où on a mis l'étiquette maladie sur les mésusages des substances. Mais et dans les psychédéliques, justement, c'est encore plus compliqué, quoi, parce qu'il y a cet usage médical. Alors, de nouveau, on l'utilise beaucoup, ce mot thérapeutique, parce que dans nos pays occidentaux, c'est une manière de relégitimer ces substances, de dire, vous voyez, elles sont pas dangereuses, elles peuvent même être thérapeutiques. Mais on pourrait se demander, mais est-ce que elles peuvent pas aussi, justement, comme on le discutait avant, être pour le bien-être, pour le développement personnel, pour la spiritualité? Et puis elles peuvent être récréatives aussi. Oui, prendre de l'ecstasy dans une rave, c'est récréatif, même si peut-être que l'effet indirect, ça va être thérapeutique parce que je me sentirais mieux, comme un week-end à la montagne, voilà. Donc je pense ouais, qu'il faut aussi un peu et le retour des psychédéliques médiatiques et dans la recherche, je trouve pour moi il est tellement stimulant parce qu'il fait écrouler plein de schémas, de représentations qu'on a et il se fait poser plein de questions, quoi. Cette question thérapeutique ou pas, cette question sur la spiritualité, la science, quoi. Enfin, on en parlait avant. C'est quoi la science? C'est quoi la recherche? Là aussi, ça remue les cartes et il y a plein de chercheurs qui, en Suisse et dans le monde, utilisent ces psychédéliques qui font avancer ça et ça, c'est vraiment extrêmement stimulant de suivre tout ça de mon œil de politologue. En plus, parce qu'il y a la science et la recherche, mais il y a aussi l'aspect démocratie. Comment est-ce que les peuples prennent en main leur thérapie ou comment c'est ça. Et là, ben, justement, nous, on émet une petite critique actuellement dans ce qui se passe en Suisse. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, il y a cet usage compassionnel qui est permis par cet interstice de la loi, mais qui, du coup, rend les usages des psychédéliques, enfin, de ces thérapies très très haut seuil et réservé que pour très peu de personnes. Alors c'est normal, on a le retour, on est en train de le mettre petit à petit en place, il faut pas non plus mettre la charrue avant les bœufs, mais il y a beaucoup de gens qui pourraient en avoir besoin aujourd'hui et qui n'y ont pas accès. Et donc pour y avoir accès dans le cadre de la loi aujourd'hui, il faut avoir des traitements qui ont été résistants, qui n'ont pas fonctionné. Donc il faut vraiment prouver qu'on a pris des antidépresseurs, que ça n'a pas marché. Puis il y a plein de personnes qui ont, alors peut-être pas des dépressions résistantes ou un trouble post-traumatique hyper fort, qui pourraient avoir des bénéfices dans leur quotidienneté d'une telle thérapie. Mais même, on pourrait se demander, est-ce que d'un point de vue préventif, contre le burn-out au travail, contre les angoisses existentielles, contre plein de choses, ça pourrait pas être utile, quoi. Et donc, si je pense que ce qui est en train de se développer au niveau du médical, des gens qui proposent maintenant des psychiatres, les psychédéliques dans ces cas de maladies de la santé mentale assez lourds, voilà, ça c'est normal que ça soit dans ce cadre. Il faudrait peut-être inventer un autre cadre plus large où on pourrait prendre de manière sécure des psychédéliques à des fins préventives ou à des fins différentes. Et, l'État de l'Oregon aux États-Unis, ils l'ont fait. Et donc eux, ils ont décriminalisé toutes les substances. Alors je pense qu'il faut faire aussi très attention avec cet exemple parce que si c'est bien qu'ils aient décriminalisé, ils n'ont pas régulé justement, ce que j'expliquais avant. Donc il y a un peu tout et n'importe quoi qui a été fait. Et maintenant ils reviennent en arrière. Aussi avec l'arrivée du fentanyl.
Donc la décriminalisation comme ça, sans s'occuper du marché et s'occuper des problèmes que ça peut créer, ça marche pas non plus, quoi. Mais dans les psychédéliques, n'empêche, ça, vu que c'est les substances les moins dangereuses, ça n'a pas posé de problème. Et ils se sont dit, OK, on va décriminaliser les psychédéliques, mais en fait, là, ils ont mis en place quelque chose de plus, ce qui fait que c'est bien. Ils ont mis ce qu'ils appellent des healing centers, donc des centres de soins, où le citoyen peut aller avec ces substances et puis demander l'aide d'un spécialiste pour suivre ce processus. Donc à la fois pendant le trip, parce que là c'est cool d'avoir quelqu'un qui nous surveille, qui n'a pas pris, qui est là au cas où, voilà. Et on peut aussi demander justement des séances d'intégration où on va débriefer de ce trip avec les personnes. Oh. Le problème en Oregon, c'est que, et aussi en Suisse en fait maintenant, c'est que ça coûte extrêmement cher. Je crois que pour une séance de 6 heures avec prise de psilocybine en Oregon, c'est $3 500 que pour ça, donc sans compter l'intégration. Et en Suisse, c'est la même chose. Les assurances maladie actuellement, vu que c'est pas reconnu, vu qu'on est en train de tester ça, elles remboursent pas. Donc les personnes doivent payer la substance. En l'occurrence, la substance, c'est pas forcément ce qui coûte le plus cher, mais c'est la psychothérapie. Et donc là, je pense aussi qu'il faut une recherche en termes de la science économique pour qu'ils montrent que oui, ça coûte très cher au début parce que c'est 12 heures de thérapie avec peut-être deux psychiatres et puis ensuite, il y a toute une séance d'intégration. Donc voilà. Mais par contre, en 1 année ou 2 ans, les résultats, alors c'est pas... On entend souvent que c'est des substances miracles. Je pense qu'il faut faire très attention aussi. Ça marche pour certains, ça marche pas pour d'autres. Mais ça marche plus que les antidépresseurs en moyenne, selon les recherches actuelles. Et donc, il faudrait que les sciences économiques montrent que, en fait, sur 40 ans, pour une personne, c'est moins cher de payer beaucoup au début et de résoudre le problème plutôt que de consommer un antidépresseur par jour pendant 40 ans et de faire des multiples séances de psychothérapie qui marchent pas. Et on peut faire l'hypothèse, de plus en plus de personnes font l'hypothèse qu'effectivement ça coûte moins cher sur la big picture une psychothérapie assistée avec psychédélique que des antidépresseurs longtemps. Et là, les pharma ont très peur parce qu'économiquement c'est très dangereux. Parce que vendre une pilule par jour pendant 40 ans, c'est très lucratif. Vendre une fois du LSD ou une fois de la psilocybine, c'est qu'une fois. Ouais. Ou peut-être 2, voilà. Et donc là, elles ont très très peur, elles ont bien senti et saisi ça, et elles essaient déjà de se réapproprier et d'industrialiser l'usage des psychédéliques. On peut parler du pharmahuasca. Donc l'ayahuasca, c'est comme le cannabis, j'expliquais avant, c'est cette interaction. L'ayahuasca, c'est 2 plantes qu'on prend. Une plante qui contient de la substance psychédélique, le DMT, et puis une autre plante qui annule, c'est aussi, de nouveau, j'espère pas dire de bêtises vu que je suis pas chimiste, mais qui annule un enzyme dans notre corps, dans notre estomac, qui fait que le DMT fait effet. Et donc, il y a encore aussi toute une série d'interactions avec l'ayahuasca qui peut avoir des effets bénéfiques, positifs, qu'on ne comprend pas. Et puis la pharma a dit non, mais en fait ce truc naturel dans la forêt, c'est un peu un truc bizarre, quoi. Nous, on est plus sérieux, on est scientifique, on va faire que le DMT, et puis on va développer, changer quelques parties moléculaires pour qu'en fait l'aspect trip et spirituel il disparaisse, puis comme ça on va soigner avec ça, quoi. Et donc ils essaient de se réapproprier pour en refaire des médicaments, alors qu'on l'a bien compris, l'usage des psychédéliques, c'est pas un médicament, c'est pas juste une substance, ça doit être pensé dans son rituel de manière beaucoup plus large. D'où l'importance aujourd'hui, et peut-être dans tous les cas de figure, d'avoir un cadre, en tout cas régulateur maintenant,
Parce que quelque chose de trop neuf, on attend l'erreur, on attend le gros scandale qui peut arriver pour pouvoir interdire, pour pouvoir contrôler dans un sens négatif, pour pouvoir mettre ça entre les mains des entreprises pharma qui vont pouvoir dire on ne prend que la molécule, on est allé dans la fausse direction. Maintenant, c'est super important d'avoir ce cadre pour pas que, justement, il y ait des dérives qui ne soient pas contrôlées, parce qu'il peut toujours y avoir un accident. Totalement. Il peut toujours y avoir quelqu'un qui, suite à une thérapie, fasse un acte malheureux, et puis on va vite le pointer du doigt si ce n'était pas encadré par des médecins. Et du coup, ça va remettre un tour de clé, on va resserrer la vis à nouveau, et on va perdre peut-être des années d'études là-dessus. Totalement, et c'est déjà le cas. Hein. Il y a déjà malheureusement des mauvais exemples. Mais effectivement, il faut prendre un pas de recul et puis voir sur l'ensemble des usages qui sont faits et mettre en place une régulation. Et c'est maintenant que ça se joue. Enfin, c'est passionnant. Ouais. C'est maintenant que ça se joue. Et voilà, le fait aussi que ça soit dans cette zone grise de la loi, avec ces indications très, très spécifiques pour ces dépressions résistantes. Ça fait qu'on est en train de créer un modèle qui est certes très bien pour ça, mais qui est un modèle spécifique quoi, pour la dépression résistante et j'espère pas qu'ensuite, vu qu'on connaîtra que ça, on va le réappliquer pour tous les usages potentiels des psychédéliques, quoi. Et donc, effectivement, c'est maintenant qu'il faut qu'on explique, qu'on teste, qu'on essaie d'autres choses. Et peut-être qu'en Suisse, on a la chance de pouvoir faire des projets pilotes sur ces substances illégales. Donc, c'est aussi dans cette loi sur les stupéfiants en Suisse qui permet, donc, comme je l'ai dit avant, de donner des substances illégales pour des usages médicaux limités, c'est ça dans les psychédéliques, ou pour des recherches scientifiques. Et c'est ce qui se passe actuellement avec le cannabis en Suisse. On a... je crois 6 ou 7 projets pilotes de vente récréative de cannabis en Suisse actuellement pour tester en fait. Donc le cannelle, c'est ça? Exactement, cannelle. Et puis à Genève, ça s'appelle la cannabinothèque. Ok. Et donc on se dit, ok, au lieu de légaliser et de faire n'importe quoi sans savoir quoi faire, on va autoriser dans des petits groupes, dans des villes, avec une structure de scientifiques autour qui analyse tout ça. Et on fait un projet pilote. Et donc, à Lausanne, il y a actuellement, à Genève aussi, une vente de cannabis récréative, légale. Et c'est suivi. Et on regarde, est-ce que les gens consomment plus? Mais donc, ça veut dire avec THC? Oui, okay. Avec THC. Et donc, voilà, on regarde ça. Donc ça, c'est autorisé depuis 2019. La loi a changé en Suisse. Et puis, l'année passée, il y a les premiers projets pilotes qui ont vu le jour. On contrôle à qui on donne le cannabis? Il y a, je sais pas, il y a l'âge, j'imagine, mais est-ce qu'il y a d'autres types de contrôles? Ouais, alors du coup, vu que c'est des projets pilotes, la Confédération a fait une ordonnance d'application très très stricte parce qu'on veut pas justement que tout d'un coup il y ait quelque chose de néfaste qui se passe puis que tout s'effondre. Donc il y a différentes règles effectivement. L'âge, donc c'est 18 ans. Il faut être dans la commune où il y a le projet pilote. Donc voilà, on est obligé d'être là. Et puis, le projet pilote, donc les personnes qui mettent ça en place, doivent garantir la sécurité et la santé des personnes qui consomment. Et donc ça, c'est aussi très, très strict. Il y a des entretiens au début. Alors après, dans certains projets pilotes, c'est peut-être un peu plus flexible que d'autres. Ça dépend. Il y en a qui ont fait de manière très, très carrée, d'autres un peu plus large. Mais voilà, et ça... Ce qui peut aussi poser des problèmes, par exemple, dans le projet pilote de Genève, il y a un contrôle assez fort sur le fait que les femmes ne soient pas enceintes. Et donc, ça peut être assez intrusif et on voit dans les personnes qui sont inscrites qu'il y a peu de femmes. C'est normal, hein, voilà. Donc, faudra aussi prendre avec certaines pincettes certains résultats de ces projets pilotes, mais il n'empêche qu'on teste sur le terrain la vente légale de cannabis et puis qu'on va pouvoir voir... pour une future légalisation en Suisse, régulation en Suisse, quels sont les bons modèles, qu'est-ce qui marche, là, en fait, il y a une explosion de la consommation, là, au contraire, on a pu plus parler, et les gens se sont redirigés vers des consommations à moindre risque. Donc voilà, et donc je pense qu'il faut qu'on fasse la même chose avec les psychédéliques.
il faut qu'on se dise pourquoi pas mettre en place un healing center comme en Oregon, et puis on teste. Et puis peut-être qu'en Suisse, ça marchera pas, ou qu'il faudra faire des ajustements. Mais au moins, on aura testé, on le saura, quoi. Et ouais. Pourquoi tu as dit il y a moins de femmes qui consomment du cannabis, c'est normal? Pourquoi? Parce qu'il y a des études là-dessus ou... Non. Alors, ce que je voulais dire, c'est dans le projet spécifique du projet pilote de Genève, les conditions sont restrictives pour... Enfin, c'est pas des conditions restrictives, mais c'est mis en place pour contrôler que les femmes ne sont pas enceintes, parce qu'on ne veut pas qu'une femme enceinte consomme du cannabis. Donc là, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois même qu'on leur demande de faire des tests de grossesse. Ah, ok, ouais. Du coup, c'est normal qu'il y en ait moins. Du coup, c'est pas qu'il y en a moins qui consomment, mais c'est juste qu'en fait, comme c'est relativement facile en Suisse de se procurer du cannabis au marché illégal, si on est une femme et qu'on fume déjà, on va pas s'embêter à remplir un questionnaire long comme le bras et à faire un test de grossesse pour avoir accès à du cannabis. D'accord, ouais. Donc, statistiquement, il y a moins. Et ça, d'ailleurs, la question du genre et des addictions, petite parenthèse, on travaille aussi beaucoup là-dessus au GREA. Elle est très intéressante. C'est aussi une structure sociétale genrée qui fait que les consommations sont différentes. Et si on regarde les statistiques dans les lieux d'accueil, il y a moins de femmes. Donc, on peut se dire, premier réflexe, mais c'est parce que les femmes sont plus raisonnables, elles sont moins alcooliques, etc. Non, c'est juste que les structures mises en place d'accueil, elles sont pensées par des hommes pour des hommes. Et que les femmes n'osent pas y aller, aussi parce qu'elles sont peut-être plus stigmatisées, etc. Et il y a à certains endroits où ils ont adapté les structures d'accueil. Et comme par hasard, tout d'un coup, le nombre de femmes alcooliques a explosé. Mais donc, c'est juste qu'elles étaient cachées, quoi, et que maintenant, on peut les accueillir différemment. Et pareil, on parlait avant des locaux de consommation sécurisés. Voilà, en plus, comme c'est lié quand même à un contexte de rue, où il peut y avoir des violences assez fortes, voilà, les femmes aussi, elles n'osent pas aller là-bas parce qu'elles ne sont pas acceptées. Donc, il faudrait peut-être aussi réfléchir à mettre en place des locaux avec des horaires spécifiques ou des thérapeutes, des travailleurs sociaux, femmes, pour accueillir les femmes. Fin de la parenthèse. Ok. Parfait. C'était passionnant. Est-ce qu'il y a un thème qu'on n'aurait pas abordé, que tu penses important de mettre sur la table? Peut-être un des autres points à régler sur la question des psychédéliques et qui fait débat, qui clive beaucoup, c'est, on parlait tout à l'heure justement de cette santé spirituelle, de l'ineffable, de la manière de parler de l'expérience qu'on a eue. Et donc, un sujet qui clive beaucoup, c'est est-ce que le thérapeute doit avoir eu une expérience avec les psychédéliques ou non? Et donc là, il y a une partie des thérapeutes qui disent évidemment, parce qu'on ne peut pas parler de ça sans en avoir fait l'expérience. Parce que précisément, il n'y a pas de mots pour l'expliquer. Donc, on pourra lire tous les livres, on ne peut pas, quoi. Donc, il faut que les thérapeutes aient pris des psychédéliques pour savoir ce qu'on vit, pour ensuite aider les gens. Puis, il y a d'autres thérapeutes qui disent oui, mais moi, je suis alcoologue, et puis je ne suis pas alcoolique, quoi. Mais pourtant, je traite des alcooliques. Et donc... voilà, c'est en débat. Moi, je pense que quand même, vu que c'est dans le cadre de psychothérapie, c'est important. Et d'ailleurs, si on regarde les autres psychothérapies, on demande aux psychothérapeutes d'avoir fait l'expérience de la méthode qu'ils utilisent. Les psychiatres doivent faire eux-mêmes une propre psychothérapie. Si on fait de l'ASMR, on doit avoir pratiqué ça sur soi. Donc voilà, je pense que c'est primordial, d'autant plus dans cette réflexion sur les mots utilisés, qu'on ait eu que les thérapeutes aient eu une expérience psychédélique pour pouvoir gérer au mieux cette intégration. Après, comment on peut dire... je comprends aussi que des thérapeutes peuvent se sentir parfaitement compétents et n'aient pas envie ou aient peur de prendre ces substances. Du coup, on pourrait... Il y a des moyens intermédiaires peut-être qui sont possibles. On va pas te donner la grosse dose de LSD direct, mais peut-être il y a d'autres méthodes comme la respiration holotropique, qui est le fait de respirer assez vite et assez intensément et qui procure aussi des sensations similaires.
Donc ça, si on veut pas prendre de substances, ça peut être une solution. Il y a des substances peut-être aussi moins fortes, la kétamine, disons moins forte, qui dure moins longtemps. Donc on peut aussi prendre des doses plus faibles pour sentir ça. Mais voilà, je pense que c'est une question aussi qui sera importante de discuter. Ouais. Après, la kétamine, je ne sais pas si on peut dire que c'est moins fort, mais en tout cas, ça permet aux psychiatres d'avoir une fenêtre d'utilisation assez courte. C'est ça. Voilà. Ouais, c'est plutôt ça. Du coup, parce qu'il peut y avoir aussi des effets assez forts selon comment elle est prise aussi. Et puis c'est aussi un peu une substance différente. C'est pas exactement un psychédélique, c'est un dissociatif. Ouais. Donc ça a d'autres effets comme le MDMA. C'est aussi pas totalement. Je sais pas si je veux peut expliquer aussi. Si on a le temps encore, on a tout le temps. M'arrêter. Mais ouais, peut-être. Peut-être encore par rapport à ça, une dernière chose qu'on peut expliquer, c'est comment fonctionnent concrètement ces psychothérapies assistées par psychédéliques. Donc l'idée, comme je disais, c'est de faire une psychothérapie. Et puis on va donc d'abord faire une séance sans substance pour un peu débriefer, parler des craintes qu'on a de prendre la substance ou pas, parler des problèmes qu'on aurait à régler. Et puis ensuite, on va prendre la substance. Et puis, on parle souvent, avec les psychédéliques, de bad trip. Et donc, le bad trip, c'est, comme j'expliquais avant, quand il y a un set mental qui a des prédispositions à avoir un bad trip, ou quand le contexte, le setting est mauvais, qu'on peut avoir peur, quand on est dans un festival, puis que tout d'un coup, on est perdu, ou j'en sais rien quoi. Le problème, c'est que quand on va consulter pour une psychothérapie assistée par psychédélique, notre set, il y a quelque chose à soigner, quoi. On a eu un traumatisme ou on a une dépression. Donc, on va souvent faire un bad trip, en fait. Et du coup, je pense aussi qu'il faut peut-être arrêter d'utiliser ce terme de bad trip. C'est juste un trip qui est intense, qui peut avoir des côtés beaux, des côtés qui nous font peur, des côtés qui nous font nous sentir très, très mal. Et souvent, dans les PAP, j'utilisais l'acronyme psychothérapie assistée par psychédélique. Dans les PAP, on a des retours comme quoi, en fait, quand les patients ont pris la substance, ils ont vécu un bad trip. Et c'est précisément le but. Et le problème, c'est quand on laisse ça comme ça. Quand on dit, t'as eu un bad trip, tu rentres chez toi, ciao bonne, t'es dans ton festival. Et là, ça s'ancre. Et c'est très, très négatif. Et c'est là que l'importance de la suite de la psychothérapie, qui s'appelle l'intégration, et qui est le débriefing de ce bad trip. Ou du trip, c'est pas, voilà. Et où on va débriefer de ce qu'on a vécu et l'intégrer petit à petit. Donc voilà. Ça, c'est une chose à dire. Et peut-être une autre chose à dire, c'est justement la différence entre le MDMA, donc, qui est la molécule plus connue qu'on appelle ecstasy, et les autres psychédéliques utilisés comme le LSD, les champignons, le DMT. C'est que la MDMA, on n'appelle pas ça un psychédélique, mais un entactogène. Ça nous fait nous ressentir heureux. Donc, ça agit plutôt sur la sérotonine. Ça libère des grandes quantités de sérotonine qui fait qu'on se sent heureux. Et donc, la MDMA, actuellement, dans les recherches et dans les usages, c'est plus utilisé pour les troubles post-traumatiques. Donc, quand on a eu un traumatisme et qu'on n'arrive plus à se ressentir heureux. Et donc, on fait ces thérapies avec MDMA et ça nous crée un mécanisme dans notre cerveau où on se ressent heureux tout d'un coup. Et ensuite, les patients, ils témoignent en disant que même des mois après, en ayant pris la substance qu'une fois, ils retrouvent cet état, en fait. Ça recrée un chemin dans le cerveau où on peut se ressentir heureux. Alors que les psychédéliques, ça va être, LSD, psilocybine, DMT, mescaline, ça va être beaucoup plus c'est beaucoup plus difficile à expliquer, un chamboulement mental qui fait que si notre cerveau il était bloqué comme ça dans une dépression, dans de l'anxiété, on va tout rechambouler. Et puis, avec l'intégration, on va reconstruire un nouveau cadre mental, en fait. Avec la MDMA, je dirais, il y a quand même quelque chose aussi à prendre en compte, parce que même si ça amène cet état de bonheur, de plaisir et tout ça, il y a le down après, qui peut être assez fort chez certaines personnes, mais de nouveau, c'est pas forcément à voir de manière négative. C'est-à-dire que si on est accompagné pendant le down, c'est-à-dire un état qu'on pourrait qualifier de presque dépressif pendant
qui peut durer, selon les personnes, quelques jours à quelques semaines. Pendant un certain temps, je pense que si l'accompagnement n'est pas là, ça peut aussi être difficile, ce retour au normal après la prise de MDMA. Enfin, voilà. C'est aussi pour le setting. Ouais, alors je dirais oui et non. Ouais. Donc, oui, parce qu'il y a, évidemment, on ne peut pas le nier, un effet sur la sérotonine. On grille nos recherches de sérotonine, il faut qu'elle se reconstitue, donc voilà. Mais je pense quand même aussi que ce down de l'ecstasy et de la MDMA, c'est peut-être quelque chose aussi à déconstruire. Enfin, il faudrait aussi faire vraiment des vraies recherches là-dessus. Et notamment, la personne qui m'avait ouvert les yeux là-dessus, c'est le psychiatre Ben Sessa, qui fait des psychothérapies assistées avec des psychédéliques avec du MDMA en Angleterre, qui disait mais en fait, c'est peut-être un peu une légende urbaine, ce truc, parce que on a un down. Pourquoi ? Il me dit, moi, avec mes patients, quand je leur donne du MDMA la journée, avec justement ce cadre, ce setting, ce suivi, il n'y a jamais de descente. Les gens qui ont la descente, c'est des gens qui ont commencé la fête le vendredi à 17h, qui ont pris de l'ecstasy, qui n'ont pas dormi tout le vendredi soir, tout le samedi soir, qui ont dansé sur de l'électro, qui ont peut-être fumé un joint pour quand même redescendre un peu, qui ont peut-être tiré un trait de coke entre deux. Et puis ensuite, le lundi matin, ils arrivent au boulot, puis ils disent « Ah, la descente, ah, l'ecstasy, c'est horrible, ça fait la descente ». Et de nouveau, dans le contexte général, ce Ben Sessa disait non. Enfin, ce qui nous fait la descente, en général, dans l'usage récréatif de l'ecstasy, c'est qu'en fait, on n'a pas dormi. C'est qu'en fait, on a grillé nos ressources énergétiques et mentales dans une fête et qu'ensuite, on doit se reposer, quoi. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a cet état dépressif. Et d'ailleurs, on l'a aussi avec l'alcool. Enfin, les gueules de bois le lendemain, on est là, en état dépressif. Souvent, on voit les colocs sortir de la chambre, en train de pleurer, aïe, aïe, aïe. Voilà, ça peut être un peu similaire, quoi. Donc, je pense aussi que là, il faut pas dire que ça n'existe pas. Faut être pragmatique, hein. Il y a l'effet sérotoninergique, etc. Mais il faut aussi un peu déconstruire toutes des représentations qu'on a sur ces substances et qui se sont créées avec la criminalisation que j'ai expliqué dans l'histoire. Voilà, je voulais faire le rapport avec le bad trip. Bad trip, c'est aussi un mot qu'on colle là-dessus. On se dit c'est un cauchemar, mais c'est pas un cauchemar. C'est simplement l'ouverture. Ça peut être cauchemardesque sur le moment, mais si on est accompagné, c'est une manière de voir des choses desquelles on peut tirer un enseignement. Et d'autant plus si on est accompagné. On peut relativiser, on peut voir ça. Et donc, le down, je le voyais comme ça. C'est aussi un enseignement. C'est pas simplement on est mal foutu et tout ça. Donc, voilà, on a tendance à coller des étiquettes négatives, positives sur les choses. Même si c'est down, c'est pas forcément négatif. Ça ouvre les yeux de manière un petit peu moins agréable, mais ça ouvre les yeux quand même. Totalement. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de recherches qui se font aussi justement sur l'après, quoi. Enfin, c'est-à-dire sur le rôle de la musique dans l'intégration. Enfin, des recherches disent, voilà, la musique qu'on a écoutée pendant le trip, peut-être après on la réécoute, ça restimule des zones dans notre cerveau qui fait qu'on intègre et qu'on va mieux aussi sur la durée et aussi sans substance, quoi. Ouais, tout à fait. Peut-être un mot de la fin, une position plus personnelle ou un mot de la fin général, comme tu le veux. Je pense le mot de la fin, ça pourrait être justement pour les usagers, les personnes qui consomment, quoi. C'est écoutons-les, tout comme je disais qu'il faut écouter les citoyens et les citoyennes dans un système démocratique. On a une société où il y a une surexpertise, ce qui est très bien sur certains points, mais ce qui donne aussi un pouvoir, parce que qui sait a le pouvoir de dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et donc peut-être revenons aussi à l'écoute du savoir expérientiel et des personnes qui ont utilisé ça pour nous dire ce qu'ils ont, eux, compris comme étant bien ou pas dans leur expérience. Donc voilà, le pouvoir aux usagers. Très bien, très, très beau mot de la fin. Merci beaucoup, merci d'être venu chez Spécial.